Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue donc à cette réunion publique d'information relative au plan local d'urbanisme. Cette réunion publique se déroule dans des conditions quelque peu particulières, donc en raison justement de la crise sanitaire. Nous sommes en direct, en ligne. Nous serons attentifs aussi à vos commentaires que vous allez pouvoir poster à la fois sur la page Facebook de la ville de Lamballe-Armor ainsi que sur l'adresse mail plu@lamballe-armor.bzh. Donc deux moyens pour vous exprimer, pour poser vos questions dans le cadre donc de cette réunion. Nous essaierons de prendre le maximum de temps pour répondre à vos questions. Si nous manquons de temps, nous y reviendrons dans le cadre d'une foire aux questions qui sera donc à disposition sur le site internet de la ville. Sont présents avec nous ce soir, évidemment, Philippe Hercouet, maire de Lamballe-Armor, Christelle Lévy, adjointe au maire chargée de la communication et de la citoyenneté, Thierry Royer, adjoint au maire chargé de l'urbanisme, Gabrielle Boudier, chargée d'études d'urbanisme à l'Audiard, ainsi que Catel Nicolas, directrice de l'urbanisme. Donc cette réunion a vraiment pour but de présenter la démarche du plan local d'urbanisme, d'expliquer les modalités de concertation et de communication, et de pouvoir vous présenter les principales thématiques qui vont concerner le PLU. Sans plus tarder, je laisse la parole à monsieur le maire, Philippe Hercouet. Bien, merci Pierre pour cet accueil. Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous rencontrer, certes de façon virtuelle, un peu à distance, mais je crois que nous étions attachés à ce que nous puissions vous présenter où nous en sommes dans le PLU, ce que nous allons faire. Et malgré les conditions, je dirais, qui sont celles que nous vivons actuellement, nous tenions à le faire. Et il vaut mieux des conditions comme nous le faisons là, plutôt que rien du tout. Bien évidemment, dès que nous pourrons continuer à échanger et nous rencontrer de nouveau physiquement. Mais dans un premier temps, c'était utile qu'on puisse le faire de cette façon. Alors, le PLU, ça peut parfois être quelque chose qui paraît compliqué. Pour ce qui nous concerne, nous avons tenu à ce que le PLU de Lamballe-Armor, le plan local d'urbanisme, tout d'abord, il ait un nom. Il y a un nom à défaut d'avoir un visage, mais en gros, notre PLU, c'est quel sera le visage de Lamballe-Armor dans 10 ans. Vous le savez, un PLU, j'ai dit tout à l'heure, ça peut être compliqué. Eh bien, nous voulons que ce PLU soit accessible à tout le monde, qu'il soit compréhensible et qu'il soit aussi le PLU de tous les habitants. Lamballe-Armor, nous sommes une commune nouvelle qui regroupe 8 communes déléguées avec des bourgs, d'un milieu rural, un littoral. Et il nous paraissait important et nécessaire de conduire une réflexion pour notre développement, pour assurer un urbanisme maîtrisé, un développement équilibré, intégrer tous les enjeux du développement durable sur notre commune. Le développement durable, c'est quoi ? Ne l'oublions jamais, c'est une façon de concilier, d'équilibrer les enjeux d'économie, donc de travail, de développement des entreprises, de l'artisanat, de toutes les activités, mais aussi en bon équilibre avec toutes les attentes sociétales, c'est-à-dire aussi bien l'habitat, les animations, l'activité, le loisir, et puis aussi toutes les questions qui tiennent à l'environnement de façon générale, à la nature. Tout. Donc tout ça, bien évidemment, et c'est un mot qui nous tient toujours à cœur, dans un équilibre de territoire. Et bien évidemment, tout ça doit bien évidemment aussi s'inscrire dans les exigences qui sont celles du Code de l'urbanisme et les points qui d'ailleurs vous seront présentés tout à l'heure. Le PLU va donc concerner, dans le cadre du développement durable, tous les domaines de la vie qui nous concernent, c'est-à-dire vivre tout simplement, habiter, se déplacer, travailler, mais aussi consommer, se divertir, se soigner. Et pour élaborer ce plan local d'urbanisme, notre visage de Lamballe-Armor dans 10 ans, eh bien, nous avons besoin de l'avis de tout le monde, puisque ce territoire, c'est celui de tout le monde. Et le mieux, eh bien, c'est que nous ayons la participation d'un maximum de personnes, d'habitants, d'entrepreneurs, d'associations, donc pour alimenter notre démarche et trouver les meilleurs équilibres, justement, et la meilleure construction de notre commune pour dans 10 ans. Et pour cela, eh bien, nous avons tout un ensemble de démarches qui vont vous être présentées d'ailleurs tout à l'heure et qui nous aideront à élaborer notre plan local d'urbanisme.
Pour cela, d'ailleurs, et je le dis et j'insiste, comme nous nous situons bien évidemment dans une perspective de court, de moyen terme, eh bien, quoi de mieux, dans la mesure où nous projetons pour les années à venir, que de travailler aussi avec des personnes, bien évidemment habitantes déjà engagées, impliquées dans la vie, mais aussi de faire participer des personnes qui représentent aussi l'avenir de notre commune. Et quoi donc de mieux que d'associer les enfants de la commune. Et nous avons tenu à ce que, notamment, notre campagne de communication, qui illustre notre construction du visage de Lamballe-Armor dans 10 ans, eh bien, qu'elle soit appuyée sur des enfants, ces enfants qui représentent l'avenir de notre commune. Voilà, donc je voulais terminer par ce point. Et bien évidemment, tout à l'heure, je serai disponible pour répondre aux questions avec les collègues qui sont là, mais je voulais donner ces quelques mots et surtout notre engagement à vous associer à cette démarche, à associer tout le monde pour cet avenir. Merci. Merci, monsieur le maire. Nous allons à présent mieux comprendre la démarche du plan local d'urbanisme. Et pour cela, donc, je donne la parole à Thierry Royer, adjoint au maire chargé de l'urbanisme. Bonjour à tous et à toutes. Alors, quelques éléments de cadre au niveau du plan local d'urbanisme, quelques éléments de contexte. Donc, actuellement, 4 plans locaux d'urbanisme coexistent sur le territoire, sur la commune de Lamballe-Armor. Donc, ce sont des PLU qui ont été élaborés entre 2006 et 2014 et qui aujourd'hui ne répondent plus aux besoins actuels d'aménagement de notre territoire. Autre élément de contexte, le plan local d'urbanisme doit être multicompatible, compatible notamment avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc, le SCOT, qui par chance est en cours de révision et en phase avec le calendrier de notre PLU. Compatible avec le programme local de l'habitat, qui a été élaboré par Lamballe-Térémer, le plan climat, air, énergie territoriale, le PAECT, qui est en cours d'élaboration par Lamballe-Térémer, et des objectifs à plus long terme, des objectifs élaborés par la région, comme le SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité. Mais donc le PLU, notre PLU, il a été prescrit en juin 2019 par une décision du conseil municipal. Et ce PLU, donc, c'est un outil qui permet de dresser le portrait du territoire en instant T. Donc actuellement, nous sommes dans cette phase de diagnostic qui est l'objet de cette réunion. Donc à partir de ce diagnostic et des enjeux, la ville élabore un projet de territoire à 10 ans. Donc ce qu'on appelle le PADD, le plan d'aménagement et de développement durable. Ce PADD correspond au projet de territoire à 10 ans. La troisième phase, c'est la phase de construction du projet réglementaire. La phase 4, c'est la phase de formalisation du dossier en vue de l'arrêt du projet. Et la phase 5 sera la phase finale de constitution du dossier de projet de PLU pour approbation par délibération du conseil municipal. Donc notre objectif est que le PLU, en termes de calendrier, soit exécutoire au premier semestre 2023. Donc on voit bien qu'on a toute une phase de respiration, toute une série de séquences qui nous permettront d'aboutir à ce PLU au premier semestre 2023. Donc ce PLU, ça c'est un élément qui est important, qui est un choix politique important. Il est à élaborer collectivement. Il est à élaborer avec les habitants, avec vous tous, avec les associations, avec les élus, les collectivités et l'État. Alors, cette élaboration collective, elle va permettre de répondre aux besoins présents et futurs des habitants pour différentes problématiques, d'habitat, de déplacement, de travail, de consommation, d'apprentissage, de divertissement, de soins. Donc on voit bien que ce PLU n'est pas uniquement une préoccupation urbanisme pure, mais concerne bien tout un ensemble de besoins transverses au niveau des habitants de Lamballe-Armor. Donc ce PLU va permettre aussi d'accompagner le développement économique de Lamballe-Armor, d'organiser la ville de manière équilibrée et harmonieuse en prenant en compte les atouts de Lamballe-Armor. Donc les atouts, comme le précisait monsieur le maire tout à l'heure, donc des atouts qui sont sur son pôle centre-bourg, son pôle littoral et son pôle rural, qui sont constitutifs de notre territoire. Ça va permettre également de préserver, d'améliorer, de valoriser nos milieux naturels, le cadre de vie, les paysages urbains et ruraux. De travailler sur un sujet qui est particulièrement important, sur l'économie des ressources. Économie des ressources en eau,
en énergie, en matériaux et en sol. Un objectif également de protection du patrimoine et protection du cadre de vie de la ville. Et bien évidemment, de préparer notre ville de Lamballe-Armor à la transition énergétique et prévenir les risques éventuels. Donc ce PLU, il fixera le cadre réglementaire et de construction et d'aménagement. Il va permettre de fixer certains éléments comme répondre à quel type d'occupation, quel type d'utilisation du sol sont autorisées, sont interdites au sein des différentes zones urbaines, agricoles, naturelles et forestières. Il permettra également de définir comment construire, en termes de hauteur, d'implantation ou d'aspect extérieur. Et également comment aménager nos espaces verts, nos plantations, le stationnement et nos voiries. Donc le diagnostic a été réalisé par l'Audiard, l'agence d'urbanisme de Rennes. Et donc Gabriel Boudier, ici présent, interviendra d'ailleurs après l'intervention des élus. Donc aujourd'hui, il convient de partager avec la population, avec vous tous, et les acteurs du territoire, pour nous assurer que la photo de ce diagnostic est bien représentative de l'état du territoire. Merci, monsieur l'adjoint. Nous allons à présent donner la parole à Christelle Lévy, adjointe à la communication et à la concertation. Nous vous invitons évidemment à poster vos questions directement depuis la page Facebook, sous la vidéo, ou bien par l'intermédiaire du mail plu@lamballe-armor.bzh. La parole est à Christelle Lévy. Bonsoir à toutes et à tous. Comme l'ont précisé juste auparavant Monsieur le maire et Monsieur Thierry-Royer, vivre, habiter, se déplacer, travailler, consommer, se divertir, se soigner sont des thématiques de notre quotidien et du projet de territoire de Lamballe-Armor. Nous mettons en ligne, d'ailleurs elle est en ligne depuis quelques minutes, donc une nouvelle plateforme participative sur jeparticipe.lamballe-armor.bzh. Nous y reviendrons tout à l'heure. À partir de ce jour, ce qui vous permettra à tous ceux qui le souhaitent d'apporter votre contribution pour l'avenir de Lamballe-Armor, ainsi que dans des registres de contribution dans les différents bourgs des mairies annexes. Vous pourrez donc donner votre avis jusqu'au 21 mai sur les endroits auxquels vous êtes attachés, sur les paysages préférés à protéger. Ça sera aussi l'occasion de se questionner sur le nom des habitants de Lamballe-Armor et de nous faire part d'idées. Ça sera aussi l'occasion d'échanger sur l'attractivité de la ville. Également les nouveaux arrivants. Pourquoi avoir choisi de s'installer à Lamballe-Armor? Nous transmettre vos témoignages, des propositions aussi et des idées sur les solutions de déplacement en lien avec les futurs lotissements et les entreprises. Et plus globalement, vous l'aurez compris, sur l'avenir de la ville à l'horizon de 10 ans. Alors, on va pouvoir vous présenter donc la plateforme qui est en ligne depuis quelques minutes. Donc vous pourrez y accéder à partir du site de la ville et également directement, comme je vous le disais juste précédemment, en tapant l'URL jeparticipe.lamballe-armor.bzh. En accédant sur la page d'accueil, donc vous retrouverez les différentes contributions, juste ici, avec les visages des enfants donc, qui ont participé également à la campagne. Et donc la plateforme est très intuitive, et donc il n'y aura plus qu'à suivre les différentes étapes de façon à pouvoir déposer sa contribution. Pour accompagner tout ça et pour vous impliquer, l'idée était aussi d'associer les habitants. Donc celle-ci a commencé déjà par une présentation de la démarche auprès de la presse par Monsieur le maire Thierry-Royer et moi-même la semaine dernière, ainsi qu'une présentation de la démarche d'information et de concertation au président de groupes de majorité et de minorité. Un point d'information a également lieu au conseil municipal de la ville lundi dernier. À partir de ce jour, et vous avez déjà pu les découvrir donc ce matin dans la ville et nos différentes communes déléguées, une campagne d'affichage avec les différents visages des enfants. Vous les retrouverez aussi sur les outils de communication numérique de la ville. Également l'installation des registres, comme je l'évoquais juste avant, dans les différentes communes déléguées.
La mise en place d'une exposition, on y reviendra aussi juste après, en plein air dans les centres-bourgs à partir de vendredi. Tout ceci sera visible jusqu'au 21 mai. Lundi 12 avril, également une plénière du conseil municipal sur le PLU permettra aussi d'approfondir le sujet. Et pour une meilleure appropriation des habitants, un travail sera mené aussi avec les enfants des écoles de Lamballe-Armor, ainsi que les lycéens. Et si bien sûr le contexte sanitaire le permet, une balade urbaine habitants-élus sera proposée première quinzaine du mois de mai. Pour compléter donc, la campagne de communication que nous venons d'évoquer, comme l'a précisé Monsieur le maire, donc les enfants ont été associés. Donc chaque commune déléguée est représentée dans cette campagne de communication. Vous voyez ici donc les 19 visages des enfants qui représentent donc l'ensemble du territoire de Lamballe-Armor, avec donc les communes de Marouet, Saint-Aron, Trégomard, Mélin, Morieux, Planguenoil et Lamballe. Donc leurs visages sont affichés sur les panneaux d'affichage de la ville, sur les supports papier, ainsi que sur les outils numériques de la ville. Et ces prises de vue ont été réalisées dans un shooting photo le 10 mars dernier. Et on remercie les enfants pour leur implication. Merci Madame l'adjointe. On va à présent rentrer dans les thématiques qui vont concerner justement le plan local d'urbanisme. Et pour cela, je vais laisser la parole donc à Gabriel Boudier, chargé d'études d'urbanisme à l'Audiard. Peut-être d'abord présenter l'Audiard et puis ensuite dérouler ces thématiques, si vous voulez bien. Oui. Bonsoir à tous et à toutes. Donc Gabriel Boudier de l'Audiard. L'Audiard, c'est une agence d'urbanisme. Il y en a une cinquantaine en France. Il y en a 5 en Bretagne, enfin avec une qui est celle de Saint-Nazaire qui déborde un petit peu et qui travaille pour des collectivités du Sud-Bretagne. On n'est pas un bureau d'études, on est une association financée par les collectivités locales pour répondre à des besoins d'expertise en matière d'urbanisme, d'aménagement, de développement local et d'environnement. Et parmi les adhérents, donc vous avez compris que Lamballe-Armor faisait partie des adhérents, mais aussi donc Lamballe-Terre-et-Mer, le Rennes Métropole, le Pays de Rennes, Saint-Malo Agglomération, etc., le département d'Ille-et-Vilaine, la région Bretagne. Donc il y a beaucoup d'adhérents qui financent cette association pour définir un programme de travail autour des sujets que je précitais. Donc, l'Audiard est intervenu dans le cadre du diagnostic et aussi le conseil municipal a fait le choix de poursuivre cette collaboration et nous allons travailler sur les phases ultérieures qu'a présenté M. Royer. Donc, ce diagnostic, ça a été un travail courant de toute l'année 2020. Il a été très fourni, il a fait l'objet de restitutions en fin d'année. Donc il n'est pas évident de résumer une année de travail en 4 ou 5 minutes, mais le diagnostic, c'est la base du projet de territoire. Voilà, pour y trouver et y asseoir des orientations, des objectifs, il faut bien le connaître. Et donc du coup, c'est sur la base de ce diagnostic que va s'asseoir le débat et construire le projet de territoire. Un élément aussi de méthode, c'est un diagnostic partagé avec les élus, mais on considère que le diagnostic n'est pas terminé et que les contributions via la plateforme, via tous les autres modes de communication et d'échange qui vous ont été présentés préalablement, ça va permettre aussi de constituer une part du diagnostic qui va être le regard des habitants, des partenaires, des acteurs du territoire. Donc on considère que ce diagnostic n'est pas terminé pour entamer le projet. Toutefois, on va lancer le débat sur la base de notre travail. Et l'idée étant on va parcourir 6 grands thèmes: l'urbanisme, les habitants, l'habitat, l'économie, les déplacements, l'environnement. Et on verra en fait les questions qu'on vous pose déjà, et vous pourrez aussi faire des remarques sur tout autre sujet direct ou parallèle. Alors je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, le premier des grands sujets est l'urbanisme, l'occupation du territoire de manière plus large. Et le PLU planifie l'évolution de l'espace urbain qui doit répondre aux grands enjeux dont on avait parlé, les besoins en logement, d'activité, équipement, espace public, infrastructure. Et que le grand enjeu du PLU, ça va être d'assurer un développement harmonieux de la ville et des bourgs. Donc, pour cela, il a fallu déjà savoir comment fonctionne votre territoire, puisque sa particularité a été de s'agglomérer de communes déléguées à une commune nouvelle, etc., avec une histoire assez longue dans le temps.
Et certains aimaient à résumer la particularité de votre commune par 8 mairies, 11 églises et 12 chapelles, qui montrent bien qu'on rentre sur un territoire qui est au final pas si classique que ça. Ce n'est pas une commune classique en tant que telle, c'est une pluricommune, je ne sais pas comment on peut la qualifier, mais ça va être un seul et même projet de territoire. Comment on va se réunir autour de cela? Donc, la grande diversité d'espaces urbanisés à prendre en compte, c'est forcément le pôle urbain de Lamballe, qui concentre beaucoup d'emplois, de services, de logements. C'est 8 000 habitants, on le verra un petit peu plus un peu plus tard. C'est 8 000 des 16 000 habitants de la commune, si on arrondit. Très accessible, très attractif. On le verra aussi sous le sujet de l'économie. C'est aussi 8 bourgs. Donc ces bourgs ont des éléments communs, des éléments qui les distinguent, mais c'est des lieux de vie sociale très importants, avec un petit cœur ancien autour d'une église, quelques lotissements, des équipements qui répondent aux besoins de proximité, des commerces, des artisans. On aura aussi à se poser des questions dans le cadre du projet sur ce qui est en dehors des bourgs et en dehors de la ville, et c'est aussi les hameaux et le bâti plus disséminé. Ça aussi, le PLU doit pouvoir donner un cadre pour l'évolution de ces tissus. Et aussi le territoire, c'est des espaces dédiés aux activités économiques, des espaces dédiés aux services, aux loisirs, et je pense aussi notamment aux 3 grands parcs d'activités qui font les 3 entrées de Lamballe-Armor. On pensera aussi tout simplement, et notamment puisqu'il y a une fusion communale récente qui fait qu'aujourd'hui, Lamballe-Armor est une commune littorale. Et l'urbanisme s'interroge aussi de cette notion de commune littorale. Lamballe, c'est un patrimoine important, et pas seulement dans le centre-ville. Et là, pour cela, vous pourrez parcourir aussi les documents qui vont être mis en ligne sur les plateformes. Donc dans les centres-bourgs, sur le territoire rural, sur les bords des rivières. On a beaucoup de patrimoine, de petits patrimoines très très riches, manoirs et châteaux, croix, fours, puits, lavoirs. Et puis après, il y a les plus grands que l'on connaît, ceux qui sont classés monuments historiques. Développer la ville, toujours sur ce thème-là, il y a un enjeu très important que vous avez déjà, si vous avez suivi un peu l'actualité d'urbanisme de votre commune, c'est cette notion de limiter fortement la consommation de terres agricoles ou d'espaces naturels au profit de l'extension de la ville. Donc ça, c'est une thématique qui existe depuis une vingtaine d'années. Donc diverses lois d'urbanisme, d'aménagement ou d'environnement donc obligent en fait les territoires à faire des efforts sur cet aspect-là, parce que c'est leur compétence, l'urbanisme. Donc là, il y a quand même un tout petit... Bon, il y a déjà une prise de conscience depuis de nombreuses années, et donc les élus locaux la mettent en œuvre. Donc un petit chiffre clé, par exemple, parce qu'on a regardé, nous, la consommation d'espace des 10 dernières années. On a utilisé un outil entre 2008 et 2018, et il y a une centaine d'hectares qui sont passés de l'état d'espace naturel ou agricole à un espace dit artificialisé. 100 hectares, pour se donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de la zone d'activité de la Ville-Élan plus de la zone d'activité du Ventoué. 100 hectares, c'est aussi 3 fois le bourg de Marouet. Donc c'est ce qui s'est passé en 10 ans. Donc là, il y a un petit coup d'accélérateur. Bon, là, l'actualité récente, c'est donc la loi climat et résilience, donc issue de la Convention citoyenne pour le climat. Donc là, les parlementaires travaillent là-dessus. Et l'idée, c'est que cette loi, elle va renforcer tout ça. Il va falloir aller un petit peu plus loin en matière de lutte contre la consommation d'espace. Et donc, le travail qu'on aura à faire collectivement avec les élus et avec les habitants, c'est de travailler sur davantage de renouvellement urbain, donc réutilisation des espaces qui existent déjà dans la ville. Donc, c'est des dents creuses, c'est des friches, c'est des espaces sous-utilisés. Et puis aussi d'être un peu plus sobre sur le foncier. C'est une fois qu'on utilise un terrain, comment on peut mieux l'utiliser. On réfléchisse bien à ce qu'il soit bien optimisé pour éviter de l'utiliser trop largement. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque territoire prend sa part, et notamment les communes ou les intercommunalités sur ce sujet. Autre sujet important sur une diapositive suivante, donc c'est les habitants. Donc c'est un développement démographique qui a accompagné. On sait que c'est un peu le carburant des territoires qu'est le développement démographique. C'est aussi un signal fort, puisque c'est-à-dire aussi que si les habitants viennent, c'est qu'il est intéressant d'y vivre, il est aussi intéressant d'y travailler, etc. etc. Le PLU donne un cadre
pour répondre aux besoins de la population, en considérant toute la diversité de cette population. Alors là, on a à l'écran des choses très simples sur l'évolution de la population et où se trouvent les habitants sur le territoire, par des petites pastilles jaunes. Donc on voit, bon voilà, à Lamballe, c'est 8000 habitants, Planguenoil, c'est 1000 habitants. On a aussi une répartition particulière sur le territoire qui fait que voilà, on a beaucoup de lieux de vie et le PLU devra s'interroger si ces équilibres-là doivent être poursuivis. Donc après, il y a beaucoup plus de détails dans le diagnostic sur qui sont les habitants de Lamballe. Accueillir des habitants, c'est s'appuyer sur leurs besoins et les évolutions, donc des besoins des habitants qui existent, mais aussi ceux qui seraient intéressés pour s'installer, en intégrant toutes les évolutions de la société. Donc le télétravail, le vieillissement, les mobilités nouvelles, voilà, les besoins changent dans le parcours de la vie et les territoires selon la composition des familles et les classes d'âge. Il faut répondre à ces différents besoins. Donc, quelques éléments clés qui permettront aussi de lancer le débat. Donc, Lamballe-Armor, c'est donc la 3e commune la plus peuplée du département, derrière Plérin et Dinan. C'est un dynamisme démographique, vous voyez la courbe, qui a été très très forte, et notamment sur la période des années 2000 jusqu'au début des années 2010, et ensuite ça s'est tassé. Donc, par exemple, il y a entre 2011 et 2018, plus 400 habitants. Entre 2006 et 2011, c'était plus 1900 habitants. Donc il y a une dynamique qui s'est tassée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi comparé d'autres territoires, et notamment le département, les communautés de communes voisines, etc. Lamballe-Armor a toujours été un cran supérieur, et que le tassement c'est aussi observé sur les autres territoires. Donc il y a un effet un peu structurel, et il y a un effet qui est lié au vieillissement, et au solde naturel notamment, qui est beaucoup moins favorable à l'accroissement de la population. Ce qu'il faut savoir à noter, le centre-ville perd des habitants, parce qu'on a regardé un peu le détail, tandis que les périphéries, les quartiers périphériques de Lamballe et les communes déléguées ont, elles, beaucoup plus progressé en nombre d'habitants. Les plus de 60 ans augmentent davantage que le reste de la population et représentent 30% des habitants. Les plus de 85 ans ont plus que doublé. 18% de la population a moins de 15 ans. Et ça aussi, c'est intéressant parce que ça est en légère augmentation. En fait, si les moins de 15 ans ont augmenté, c'est lié à la période 2006-2011, là où il y avait un fort accueil de familles sur le territoire. Et donc, du coup, des enfants qui sont venus ou qui sont nés sur le territoire. Voilà quelques éléments pour la question des habitants. Les logements, donc l'habitat dans le sens large. Donc, déjà, ce qui est intéressant de savoir, c'est que sur ce sujet-là, c'est plutôt la communauté de communes qui est compétente, et elle a déterminé déjà un programme local de l'habitat qui a déjà projeté les populations et qui a réparti les besoins sur le territoire. Donc en volume, mais aussi qualitativement. Quel type de logement il faudrait pour le territoire et comment on peut répondre aux besoins. Donc là, on a à suivre cela et à le transcrire dans le cadre du PLU. C'est 9079 logements à Lamballe. Il y a une chose qui est à noter et qu'on doit conserver dans les têtes quand on se projette à 10 ans dans le cadre d'un plan local d'urbanisme, c'est que la population a cru d'environ 40% entre 1975 et 2016, mais le nombre de logements, lui, a presque doublé, plus 112%. Donc il y a une décorrélation, la plupart du temps, entre le nombre de logements qu'il faut pour accueillir une population et la population elle-même. Parce qu'en fait, dans les logements, il y a de moins en moins de personnes à l'habiter. Voilà, dans un ménage, en moyenne, il y a moins de personnes dans un ménage. Et pour cela, il faut créer plus de logements, et notamment ce qu'on appelle la décohabitation des ménages, pour maintenir une population. Admettons qu'un divorce ait lieu sur le territoire, donc il y a un logement. Ces personnes restent sur le territoire, il faut 2 logements. Donc par un effet de massification de ces choses-là, du coup on a un besoin de logement qui est lié à la population en place. Les éléments importants aussi à retenir, c'est que la vacance des logements a augmenté sur le territoire et qui invite à des enjeux de réhabilitation. Alors déjà des politiques de mise en œuvre, notamment dans le centre-ville de Lamballe, mais c'est aussi quelque chose qui est constaté dans les centralités des différents bourgs du territoire.
Elle était donc de 11% en 2016 contre 5% en 2006. Les résidences secondaires, c'est 7% du parc de logement. Il est stable et il est plus marqué sur les communes littorales, les communes déléguées littorales, 15% à Morieux, 23% à Planguenoil. Sur le territoire, le développement, les maisons et les pavillons sont majoritaires et il y a peu d'appartements. Et la production de logements neufs récente montre qu'il y a encore beaucoup de maisons par rapport à d'appartements produits. Et cette question se pose sur ce rapport appartement et maison ou pavillon, notamment quand je parlais tout à l'heure de sobriété foncière. Et un élément aussi important, Lamballe-Armor est une commune dite loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, et donc elle a des devoirs en matière de création de logements sociaux, et elle doit atteindre un taux de 25%, ce qui est un taux important, parce qu'il y a une tension très forte sur le parc, on verra aussi dans le cadre de l'économie. C'est un territoire attractif, avec beaucoup de monde qui y vit, et une tension sur le parc social. Donc il y a beaucoup plus de demandes que d'attributions sur le parc social, ce qui invite à trouver et à avoir une production un peu plus importante de logements dans les programmes nouveaux. Voilà pour la partie habitat. N'hésite pas à me compléter si besoin. Sur la partie économie, le PLU sert aussi à accompagner le développement économique du territoire. Il définit les conditions à long terme d'accueil des activités par les équilibres du territoire, par la planification d'une offre foncière, par des règles aussi et des principes d'aménagement adaptés et qui vont aussi vers de la sobriété et de l'aménagement durable, comme en parlait monsieur le maire. La particularité de Lamballe, et on le voit sur le petit graphique qui est ici, le graphique montre les différents domaines d'activité du territoire. Et plus on monte sur le graphique, plus on est sur une spécificité propre au territoire, et plus on va sur la droite du graphique, plus il est important dans la part de l'emploi. Et on voit que se détache très largement la part de l'industrie agroalimentaire qui est réellement la grande caractéristique de votre territoire, qui fait sa force, qui peut aussi faire en partie sa faiblesse. Tout dépend des éléments structurels sur ces domaines-là. Ce qui est à noter, c'est que la commune concentre beaucoup d'emplois, du fait déjà de cette spécificité-là. C'est 149 emplois pour 100 actifs. On appelle ça la concentration d'emplois. Et beaucoup de territoires, et notamment des territoires plus résidentiels, on est plutôt sur un solde qui est inférieur à 100, alors que là, vous avez réellement une concentration d'emplois importante. Et on le verra tout à l'heure sur la question des déplacements, c'est qu'il y a beaucoup de gens à venir travailler sur le territoire. C'est 10 400 emplois sur le territoire communal, et c'est un chiffre qui a augmenté de 43% entre 1999 et 2017. On va dire les signaux sont au vert sur cet aspect-là. Et que voilà, quand le tissu industriel va, le reste, la plupart du temps, va. L'agroalimentaire, j'en ai parlé. Simplement, juste aussi en part, c'est 21% des emplois. C'est 3 fois plus que la moyenne des Côtes d'Armor. Après, il y a tout un réseau de petites et moyennes entreprises dans le secteur qui sont plus ou moins représentées. On voit quand même que le commerce est très représenté et un indice de spécificité un peu plus supérieur. Des activités de soutien, qui est l'intérim, donc qui accompagne l'agroalimentaire notamment, est aussi très représentée. Et les activités spécialisées aussi. Mais on trouve un panel très important d'activités qui correspond notamment aux besoins aussi très locaux. On appelle ça l'économie présentielle. Quand il y a de la démographie, quand il y a des habitants, il y a aussi toutes les économies, les services dits de proximité qui sont là et qui sont un socle d'emploi très important pour un territoire. Les activités et l'emploi, ils ne sont pas forcément très également répartis sur le territoire, puisqu'il y a une forte concentration sur Lamballe. Il y a des grandes zones d'activité, c'est là où se trouve l'essentiel des emplois. Il y a aussi le centre-ville qui tire son épingle du jeu. Et après, une répartition beaucoup plus classique de communes, dit plutôt, si on dit, voilà, les communes déléguées sont des communes rurales, voilà, elles ont plutôt ce profil-là avec de l'emploi dit de proximité. Le commerce, c'est quand même plus de 1500 emplois salariés dans le commerce, et un centre-ville qui est dynamique et préservé. Et on sait qu'il y a toujours des fragilités et que le PLU, et ça a été un débat que tout le monde a entendu récemment, sur les équilibres périphérie, centralité dans le commerce,
vous avez la chance d'avoir un centre-ville actif et dynamique, il faudra faire très attention justement à bien le préserver. C'est aussi un territoire agricole, puisque 68% du territoire, c'est de la surface agricole utile, et avec 2 ans d'exploitation agricole. Donc on va parfaire le diagnostic. La Chambre d'agriculture, ce n'est pas nous qui l'avons mené, a fait le diagnostic agricole. Donc les résultats vont être communiqués très bientôt sur et les agriculteurs ont été rencontrés. Et aussi, donc, sur l'aspect économique, c'est le dernier item que vous voyez, c'est un potentiel touristique à développer. On a considéré, et des diagnostics aussi par ailleurs avaient montré que le tourisme, il y a des sites, il y a des paysages, il y a une accessibilité intéressante, et notamment par le TGV, qui montre un potentiel fort pour le territoire de développement touristique. Et donc, autant s'appuyer sur ces atouts pour aussi avoir un autre socle aussi d'appui de l'économie du territoire. Autre thème, ce sont les déplacements. On l'a vu par rapport aux habitants, la répartition de la population, la répartition des emplois. Tout ça amène à des besoins de mobilité importants sur le territoire. Le PLU joue sur ces influences, en fait, ces équilibres. Il peut faire le choix de positionnement, de quartier, d'activités, d'équipements qui influent sur les conditions d'aménagement. Mais le PLU aussi donne des réponses. Il permet d'avoir, par exemple, des réserves foncières pour aménager le territoire au profit de tel ou tel mode de déplacement. Donc ça peut être des nouvelles routes, ça peut être le renforcement des pôles d'échange, ça peut être créer des pistes cyclables, des voies nouvelles, etc. Donc vous verrez, on vous pose des questions à ce sujet-là sur la plateforme. Alors les déplacements sur la commune, vous voyez sur les 2 petits graphiques du haut, c'est quelles sont les personnes qui rentrent et qui sortent du territoire pour le travail et quelles sont les personnes qui rentrent ou qui sortent du territoire pour les études. Je parlais tout à l'heure des 10 400 emplois. Il est important de noter que 7 000 actifs viennent prendre ces emplois, occupent ces emplois sur le territoire, donc ils rentrent sur le territoire travailler. 3 000 autres personnes habitent sur le territoire et donc occupent ces emplois. Et 3 000 autres à peu près, les chiffres sont peu petits sur mon graphique, mais c'est à peu près ça, 3 300 à peu près sortent du territoire travailler. Donc, ils sont essentiellement vers Saint-Brieuc, mais aussi d'autres pôles un peu autour. On a les origines et destinations de toutes ces personnes. Idem pour les élèves. Sur le territoire, c'est 5 900 élèves. Et il y en a près de 3 000. Alors, attendez, j'ai juste mes chiffres qui sont un peu petits. Je vais ouvrir un document qui est un peu plus grand. Excusez-moi. Voilà, sur les 5 347 élèves, il y en a 2 712 qui entrent sur les territoires, 929 qui en sortent et 2 635 qui sont sur le territoire, qui doivent aussi se déplacer vers le lieu d'études. Ces besoins de mobilité, pour l'instant, il y a une réponse qui est on se déplace essentiellement, et c'est le graphique qui est juste en dessous, essentiellement en voiture sur le territoire. 84% là, sous l'angle des déplacements domicile-travail, pour les actifs dont je parlais, 84% utilisent la voiture pour aller au travail quotidiennement. C'est 3% en transport en commun, c'est 4% en marche à pied ou roller, trottinette, en vélo, y compris assistance électrique, c'est 2%, et 2 roues motorisées, 1%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a comparé ça à la situation en 2006, 10 ans auparavant. L'utilisation de la voiture a augmenté. Le territoire est très accessible pour la voiture, déjà depuis les gens qui viennent de l'extérieur, et certains axes sont très fréquentés. Donc ça pose aussi des questions d'aménagement du territoire à proximité des axes fréquentés. Notamment, je passe la RN12, mais la RD 786 qui traverse Planguenoal et la RD 768 qui contourne Lamballe. On approche les 10 000 véhicules jour. Les transports en commun sont faiblement utilisés, mais ils progressent. Donc on le voit sur les chiffres, notamment de voyages en gare et sur les chiffres distribus notamment. Voilà, et puis aussi on note, puisqu'on parlait du train à l'instant, c'est que
la desserte est particulièrement attractive sur le territoire, avec le passage de nombreux TER et de TGV sur le territoire et qui amène Lamballe, en tout cas le centre de Lamballe, à peu près 2 heures de Paris, 2h10 de Paris. Donc les modes doux, je disais qu'ils étaient peu utilisés, mais c'est vrai qu'à l'aune du développement de nouvelles mobilités, du vélo électrique, ça ouvre beaucoup de perspectives dans un territoire qui a 8 bourgs, une ville, différents quartiers, beaucoup d'emplois sur place, beaucoup d'équipements sur place, et c'est vrai que les besoins de proximité, les besoins d'accès par d'autres modes que la voiture, ça ouvre des perspectives très intéressantes sur votre territoire, vu les distances, vu les proximités. Et donc, ça sera un des enjeux du PLU de favoriser aussi l'utilisation de la marche à pied, du vélo et d'autres types de modes de transport que l'on dit doux. Dernière thématique qui doit aussi tenir à cœur, et ça fait partie des questions qui sont posées, c'est la question de l'environnement et des paysages dans son sens large. Le PLU, c'est pas qu'un outil de développement, un outil de cadre au développement, c'est aussi un outil de protection qui offre un panel d'outils de protection plutôt. Et il aide à travailler sur la biodiversité, les continuités écologiques, les paysages remarquables, même les cônes de vue. Et donc tout ça, on a commencé à les identifier et on aimerait bien votre retour sur savoir quels sont pour vous ceux qui le méritent d'être préservés. Alors pour rappel, c'est une diversité de paysages importante, donc un paysage de bocage, plus ou moins ouvert. C'est aussi des paysages liés à l'eau, avec notamment de nombreuses vallées plus ou moins profondes et des zones humides. C'est un relief varié et des matériaux bien particuliers selon les secteurs du territoire qui sont liés à une histoire géologique riche et diversifiée. Et notamment, un des endroits les plus emblématiques, c'est les Landes de la Poterie. C'est une zone littorale au caractère très naturel, avec aussi des vues à prendre en compte. C'est aussi des identités de bourgs, très visibles dans le territoire, l'identité de la ville. C'est aussi des paysages à l'intérieur de ces agglomérations, au travers des espaces verts, des cours d'eau qui les traversent, et des reliefs très particuliers. Lamballe-Ville a un relief très singulier et qui explique son développement urbain. C'est tout un ensemble de pépites paysagères, la vallée du Gouessant, les Landes de la Poterie, le château de la Moglet, ses abords. C'est aussi, dans un autre sens, des alertes et des vigilances paysagères à avoir, puisque certains paysages sont entre guillemets un peu malmenés au bord des routes. Il faut être très attentif à cela. Les nouveaux lotissements sont en frange de la campagne. Les zones d'activité commerciale vieillissent et méritent de requalification. Le bâti industriel et technique qui est dans le territoire et qui est propre aussi à l'activité industrielle, il y a aussi peut-être des précautions à prendre quant à leur installation, leur évolution. Sur l'aspect biodiversité, on sait qu'elle est étroitement liée à la trame verte, c'est-à-dire à la végétation, les bois, les haies, bocagères, etc., ou à la trame bleue, je parlais des cours d'eau tout à l'heure, ou les zones humides, les abords des cours d'eau. C'est aussi des grands réservoirs très connus de biodiversité qui font déjà l'objet de nombreuses protections et que le PLU doit compléter, notamment, pour reconstituer en ce qu'on appelle des corridors écologiques. Donc on a les falaises de Planguenoil, les forêts de la Hinaudet et de Saint-Aubin qui sont à l'extérieur du territoire, mais sur lesquelles on a un ensemble de boisements qui viennent s'y relier, la lande du Gras à Mélin, etc., etc. Et le PLU aussi, c'est de s'interroger sur les questions de biodiversité, de gestion de l'eau, d'espace en pleine terre au sein même de la ville et des bourgs. Et donc, on aura une attention particulière sur la qualité des paysages, mais aussi sur ce que produisent ces paysages en matière de bienfaits pour la biodiversité, mais aussi en matière de bienfaits pour les habitants. Parce que c'est vrai qu'un arbre, ça tempère, ça régule la température quand il fait chaud, ça améliore la qualité de vie, le lien social, le bien-être, la santé. Donc la nature en ville doit avoir, de notre point de vue, elle est bien présente dans les bourgs, doit avoir une place importante aussi dans le projet de territoire. Voilà pour des premiers éléments à vous livrer qui peuvent commencer à lancer le débat et qui feront référence aux questions qu'ont élaboré les élus et que présentait Madame Lévy. Merci Monsieur Boudier pour cet éclairage et cette synthétisation en l'espace de 25 minutes
C'est plus d'1 an de travail, comme vous l'avez dit, en termes de diagnostic, de premier diagnostic. Il convient évidemment de le partager maintenant avec la population. Vous aurez l'occasion de retrouver donc une exposition dans les centres-bourgs à partir de vendredi, qui reprendront donc ces thématiques qui ont été évoquées ce matin et qui vous permettront, ce soir, et qui vous permettront justement de pouvoir réagir. Les premières questions arrivent, n'hésitez pas à réagir sur Facebook ou bien encore une fois sur l'adresse mail plu@lamballe-armor.bzh qui peut donc permettre de poser toutes vos questions dans le cadre de cette réunion publique d'information. Peut-être une première question qui pourrait s'adresser peut-être à Monsieur le maire, une question qui nous est arrivée par mail. Pourquoi est-ce si long d'élaborer un PLU ? D'abord, première chose, avant de répondre à la question, moi je voudrais remercier les différents intervenants et tout le travail fait par l'Audiard. Effectivement, un gros travail, long, et je pense que déjà ça explique un petit peu l'élément de réponse à ma question. Pourquoi c'est long ? D'abord, je crois qu'il faut resituer un peu ce temps long, parce qu'en gros, on se dit que c'est à peu près 3 ans, tout compris. Vous avez bien vu, l'objectif, c'est que premier semestre 2023, ce soit opérationnel. Donc, on a 3 bonnes années de travail là-dessus. Et ça commence tout d'abord par, comme on l'a dit, définir ce qu'on veut. Donc, ce qu'on a fait au niveau de la commune, c'est un PLU, c'est travailler là-dessus. Ensuite, toute une phase de diagnostic. Et puis, d'échange. Nous en sommes les illustrations là ce soir. Ça prend du temps. On va se donner un petit peu de temps pour travailler là-dessus. Ensuite, à partir de ça, on se fait un projet d'aménagement et de développement durable sur notre commune. Et puis, on continuera ensuite à identifier un peu tous les endroits, le patrimoine, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'on peut faire dessus. Ensuite, on va travailler sur je dirais les différents zonages, qu'est-ce qu'on peut faire, à quels endroits, quels espaces naturels il convient de mieux préserver. Tout ça, bien évidemment, dans un cadre réglementaire, donc il faut qu'on s'assure de tout ça. On reviendra vers la population, tout ça, déjà même sur le projet d'aménagement et de développement durable. Donc on continue, on a tout ça, et il y a des étapes qu'on ne peut pas court-circuiter et qui prennent du temps dans l'étude, dans la réflexion, dans les échanges avec la population, et puis dans la validation, y compris des élus, parce qu'à la fin, ça se termine comme ça. Il y a également une consultation des services, ce qu'on appelle les parties publiques associées, donc des services de l'État, des différentes directions, environnement, économie, etc. Donc toutes ces étapes font que nous prenons le temps de le faire, certes, et il y a des étapes qui ne sont pas incompressibles, mais on travaille aussi pour comme j'ai dit tout à l'heure, du plutôt moyen terme. Et quand on parle du visage de l'emballement dans 10 ans, eh bien, il vaut mieux y réfléchir un petit peu et se donner le temps de le faire pour réellement aboutir à quelque chose qui soit réellement basé sur un bon diagnostic et sur une vraie réflexion en associant les réflexions et les propositions qu'il peut y avoir pour l'avenir. Voilà donc ce qui explique que ça prend un petit peu de temps, mais vous le verrez, je suis sûr que nous en reparlerons. Le temps passe très vite, et ça par contre nous y sommes attachés, nous respecterons les échéances. Si nous sommes ici en réunion en visio ce soir, c'est aussi parce que nous ne voulions pas reporter cette réunion. Voilà, on en aura d'autres, mais nous ne voulons pas non plus perdre de temps. Donc vous voyez, en respectant toutes ces étapes, on y arrivera, et au premier semestre 2023, eh bien, on aura les lignes qui seront validées. Néanmoins, je rappelle quand même que d'ici là, la vie ne s'arrête pas. Le développement équilibré de notre commune, eh bien, il se poursuit pendant ce temps-là, mais on continuera sur d'autres perspectives après. Très bien, monsieur le maire, merci. Une question qui nous est arrivée via Facebook et qui reprend un peu vos propos. Qui décidera in fine parmi les avis et les idées des citoyens ? Je complète et j'ai apporté la réponse. Bien évidemment, in fine, c'est bien le conseil municipal qui statue et qui valide. Je précise quand même que nous avons un contrôle de légalité de l'État sur notre décision, et ce contrôle de légalité qui vient après, mais qui est forcément élaboré avec des échanges qui ont eu lieu avant. J'ai dit, il y a des échanges et des consultations des services divers et variés, des parties publiques associées, comme on le dit, qui seront faits. Bon, nous avons en résumé la validation qui est de notre ressort, mais bien évidemment avec la prise en compte des exigences réglementaires qui émanent de l'État et des différents documents qui sont en cours, et bien évidemment, outre l'aspect réglementaire, l'avis des différentes personnes au préalable.
Parfait. Monsieur Royer, peut-être un mot sur la démarche qui est entreprise et sur la méthode, notamment avec les autres collectivités, les intercommunalités, les communes limitrophes, régions, départements, État. Comment ces acteurs sont intégrés en fait à la démarche? Oui, donc effectivement, le code de l'urbanisme prévoit, monsieur le maire vient d'en parler, effectivement d'associer les personnes publiques associées. Et donc dans ces personnes associées de droit, donc fait partie l'État, la région, le département, l'Ambalter-et-Mer, bien évidemment notre agglomération, les chambres consulaires, la CCI, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre d'agriculture, mais également le pays de Saint-Brieuc. Donc tout ça est très réglementé, on va dire, avec petit a une notification de la prescription au niveau du PLU. Ces personnes publiques associées peuvent demander à être consultées à tout moment et seront de toute façon consultées. Il y aura des échanges qui auront lieu avec ces différentes personnes publiques associées. Et ces personnes publiques associées, au-delà du contrôle de légalité, etc., donneront un avis et valideront les hypothèses de travail qui seront faites dans le projet politique du PADD. Donc à cela, on va rajouter qu'il y a une série de consultations à la demande des associations du territoire sur les différents secteurs. On a bien vu que le PLU était vaste et couvrait des domaines très très vastes. Donc toutes ces associations seront consultées à la demande, ainsi que les communes limitrophes. Parce qu'on imagine bien que sur tous ces éléments, que ce soit au niveau économique, environnemental ou autre, on a le périmètre géographique de l'Enbal-Armor, mais on a effectivement des interactions qui existent déjà, qui se nourrissent et qui grandissent entre PCI, mais effectivement au niveau des communes limitrophes et de ces EPCI, ces communautés de communes limitrophes. Donc voilà un petit peu la façon dont vont se passer de façon réglementaire au niveau du code de l'urbanisme et dans la réalité, le pragmatisme et je dirais la continuité de la démarche de la collectivité de prendre des décisions toujours en adéquation et en interaction et en intelligence avec son environnement politique, social, associatif, économique présent. Merci. Une question peut-être plus technique qui peut s'adresser à Catel, donc la directrice de l'urbanisme qui est avec nous ce soir. Où trouver donc le diagnostic présenté, on va dire succinctement ce soir par l'Audiard? Voilà, quelles sont les modalités, on va dire pratiques pour se saisir de ces documents? Oui, effectivement, on peut retrouver l'ensemble de nos documents sur le site de la commune de l'Enbal-Armor, sur la rubrique PLU, élaboration du nouveau PLU de l'Enbal-Armor. Donc aujourd'hui, on y retrouve la délibération de prescription qui date de juin 2019. On y trouve également le porté à connaissance de l'État qui nous rappelle tout le volet réglementaire que nous devons intégrer. À partir de fin de semaine, on pourra y trouver l'ensemble du diagnostic, donc à la fois la partie exhaustive. Pour les courageux, ça fait un peu plus de 400 pages. Pour vous aider, on en a préparé une synthèse qui fera, je pense, une vingtaine de pages. À noter que pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec Internet ou pour que ce soit vraiment accessible à tous, on a aussi prévu de mettre dans chacune des mairies annexes ce qu'on appelle un registre de présentation du PLU, où on retrouvera l'essentiel des pièces en version papier et également un registre de consultation où chacun pourra faire part de ses remarques également par écrit. Parfait, merci à vous. Sur la question peut-être des internautes qui revient sur le fond de ce PLU, sur le contenu, une question sur les mobilités douces, et notamment c'est Guillaume qui pose cette question, enfin qui fait part de cette interrogation pour les mobilités douces. Pour qu'elles soient davantage utilisées, il faudrait réfléchir à la sécurisation des voies sur les routes départementales, notamment où ça roule vite. Les cités en périphérie sont découragées à emprunter le vélo. On peut peut-être dire un mot, monsieur le maire, sur la question justement du schéma à venir sur la pratique du vélo sur l'Enbal-Armor. Oui, c'est vrai qu'on l'a constaté de façon assez nette au cours des derniers mois, malheureusement peut-être dans ce contexte de crise coronavirus, où des habitudes ont changé. Donc, ce qu'on avait déjà prévu d'avance, mais qui
aujourd'hui retrouve encore plus d'utilité, c'est notre schéma de circulation sur voie douce. Alors, il faut bien voir que ça s'inscrit d'abord dans un schéma plus général de mobilité. On a parlé tout à l'heure de transport. On a déjà un schéma de transport en commun et ça, il faut qu'on continue à le travailler. On va continuer à développer d'autres formes d'organisation de mobilité. Mobilité peut-être avec des relais entre des transports en commun, peut-être des locations de vélos, peut-être des locations de voitures. Donc c'est tout un schéma d'organisation de mobilité qu'il faut que nous travaillions. Et dans ce schéma de mobilité sur lequel nous avons à travailler, il y a bien évidemment ce souhait de pouvoir se déplacer plus facilement à vélo, d'autant plus que le vélo électrique apporte une technologie qui permet beaucoup plus facilement de se déplacer chez nous aujourd'hui. Et comment tout ça va s'insérer dedans? Nous avons déjà commencé à y réfléchir, à la fois dans un schéma de lien entre les différents bourgs, donc pour nous permettre de se déplacer de façon plus sécurisée entre les bourgs, et puis également à l'intérieur des bourgs et à l'intérieur de l'agglomération de Lamballe. Comment ça va se traduire? Nous sommes en train d'essayer d'identifier des parcours sur lesquels nous apporterons une sécurisation. Donc pour le moment, nous en sommes là, chercher des trajets. Alors on pourrait imaginer, bien sûr, je le dis, dans un monde parfait et idéal, créer des voies nouvelles sur lesquelles il n'y aurait que les vélos ou que les piétons. Je crois qu'il faut être réaliste. On part quand même d'un existant. On ne crée pas des voies nouvelles partout. Donc on va s'appuyer sur des réseaux existants. Là où il pourrait y avoir seulement de la circulation vélo, ce sera très bien. Sinon, le reste, eh bien, on travaillera à sécuriser, à permettre une meilleure cohabitation, une meilleure sécurisation. Et en tout état de cause, ces axes-là qu'on va identifier pour voyager entre les bourgs, eh bien, forcément, ce sera des axes, j'ai dit tout à l'heure, qui existent et sur lesquels on mettra en place des règles ou des aménagements pour sécuriser. Ces axes aussi, il faut être réaliste, on ne les mettra pas forcément sur une route départementale ou alors on aménagera à côté une partie cyclable pour effectivement travailler à sécuriser. Mais ça fait vraiment partie des choses et je pense que c'est un outil de développement dans la commune aujourd'hui. C'est un outil extrêmement attendu. Donc oui, ça va réellement s'intégrer dedans et ça fait le lien avec notre volonté de développement équilibré sur l'ensemble du territoire. Si on veut que l'ensemble de notre territoire et dans les bourgs se développe, eh bien, il faut qu'on puisse y aller plus facilement. Donc c'est vraiment un élément structurant de ce PLU. Donc ça va avancer, je dirais, parallèlement, d'ailleurs, pour être très clair, à l'élaboration du PLU, parce qu'on a commencé déjà. On va très certainement consulter bientôt les habitants sur les hypothèses, les pistes un peu que nous imaginons dès maintenant. Et puis si je pouvais aller plus loin encore, je dirais que dans ce schéma de mobilité, de développement de mobilité avec différents modes et différentes coordinations, qu'on travaillera forcément avec la communauté d'agglo, ça a été dit tout à l'heure, eh bien, on aura un moment aussi à travailler avec les communes voisines sur un réseau plus dense et plus facile pour l'ensemble des déplacements sur notre commune et bien au-delà, faire le lien avec des endroits, aller vers la côte, aller plus facilement à la gare, tous ces aspects-là. Donc tout un schéma de développement qui intégrera les différentes modalités de déplacement et en particulier une sécurisation pour les voies douces et donc effectivement participe à ça. Un dernier point, là où nous savons que ce n'est pas simple, c'est dans la partie agglomérée parce que, comme je disais tout à l'heure, en campagne, on a des routes qui existent déjà, des chemins qui existent, donc on va y travailler. En ville ou en agglomération, on a parfois des voies qui sont étroites et ça, on ne peut pas les élargir. Donc il faut qu'on imagine des solutions où on sécurisera, donc peut-être passer par un autre endroit, peut-être alterner, mettre des sens uniques ou des choses comme ça, mais vraiment tout un travail à conduire là-dessus. Alors, il y a quelques réactions par rapport à vos propos, monsieur le maire, notamment sur une suggestion, peut-être créer des voies vertes. Il y a également question, toujours sur la question donc, des déplacements, une réaction, ne pas oublier de faire un passage suffisamment large pour faire passer les vélos couchés, les 3 roues, ce qui bloque en ce moment dans Lamballe. Toujours sur le registre des déplacements, une question qui nous est posée sur la part du covoiturage. Est-ce que, monsieur Boudier, vous avez peut-être des informations à nous donner en la matière ? Alors, on a utilisé les données INSEE, et donc sur la pratique de covoiturage, ça demande une étude spécifique qui permette de recenser l'utilisation de ce mode de transport. Donc, on n'a pas eu accès.
Donc peut-être qu'à la communauté de communes compétente en matière de déplacement, une réflexion a eu lieu. On a une aire de covoiturage, elle est plutôt bien garnie le matin et toute la journée. Mais pas de données particulières, non, pour notre diagnostic en chiffres, quoi. Merci. Une remarque de Bruno. Le stationnement résidentiel gratuit dans le petit périmètre de la gare. Donc les usagers de la gare n'utilisent pas les parkings longue durée, sans parler des voitures du personnel de la Poste. Alors peut-être un mot peut-être sur le projet d'aménagement, monsieur le maire, sur la gare, de ce qui est prévu en matière peut-être de stationnement. Oui, alors d'abord préciser que nous avons la chance, et tant mieux, d'avoir une gare qui est quand même très bien fréquentée, à la fois pour des déplacements, je dirais, longue distance ou longue durée, avec des personnes qui font le trajet, notamment Paris, la Bretagne, qui viennent chez nous. Et puis on a aussi pas mal d'habitants qui font le trajet pour le travail, soit vers Paris, mais plus généralement vers Rennes ou vers Saint-Brieuc. Et ce qui fait que nous avons, oui, une grande fréquentation de la gare, et donc beaucoup de personnes qui y viennent, pour certains en vélo, donc on est en train de continuer à aménager avec des parkings, mais pour beaucoup, pour certains aussi on distribue, parce que le système existe, mais aussi pour beaucoup aujourd'hui qui viennent en voiture, et ça pose la question des parkings. Alors, ce qui a déjà été fait, je leur dis, c'est qu'il y a des parkings gratuits, et je dis bien gratuits, et ils resteront gratuits. C'est une orientation, un choix que nous avons pris et que nous travaillons avec la communauté d'agglo, donc pour que ces parkings restent gratuits. Déjà, le nombre de places est assez important. Ensuite, nous travaillons actuellement, et on en dira quelques mots dans quelques semaines, pour avoir des places en zone bleue, donc à proximité de la gare, pour qu'il y ait aussi une rotation, notamment pour les commerces de proximité et tout ça. Au-delà, nous sommes aussi en train de travailler, là, c'est avec la communauté d'agglo, pour aménager des parkings plus longue durée derrière la gare, là où il y a ce qu'on appelle les anciens bâtiments Chaville. Donc là, on aura du parking longue durée qui sont pas loin. Et quand on part pour une semaine ou quelques semaines, on peut faire 200 mètres ou 300 mètres à pied, ou alors on se trompe un petit peu d'objectif dans la vie. Donc on aura ces parkings longue durée. Et puis avec ça, on a normalement, je dirais, la libération d'espace sur le parking, et s'il le faut, on étendra la partie où on aura le parking et la surveillance de la durée de stationnement. Donc vous comprenez, l'esprit, c'est ouvrir le stationnement à l'extérieur, libérer des places sur la partie la plus proche de la gare, et tout ce qui concerne effectivement le parcours, la périphérie de la Poste ou des habitations qui sont dans le coin. Pour le moment, on voit bien qu'on arrive à un début de saturation avec des difficultés, et on refera le point quand on aura ouvert les parkings ailleurs. Et puis s'il le faut, on mettra des systèmes de mesure du temps avec le principe des zones bleues, avec des durées limitées dans le temps. Donc vous voyez, petit à petit, on adapte en fonction des besoins. En ce moment, quand même, il faut le dire, il y a une baisse de la fréquentation des transports en commun, notamment pour le travail, et le parking n'est pas à totale saturation. C'est parfois difficile de trouver de la place autour, donc on va continuer à développer et à réfléchir sur ce qu'on peut mettre en place autour pour ouvrir plus de places de stationnement. Je précise aussi, parfois les personnes ne le voient pas bien, mais on a aussi des places pas loin déjà en longue durée qui sont notamment près de la salle municipale. Mais on doit continuer à travailler là-dessus, sur l'équilibre entre de la place de parking un peu plus loin, longue durée, de la proximité en durée limitée, et tout ça pour garder toujours une gratuité du stationnement sur notre commune, parce que c'est essentiel pour les habitants et pour la dynamique commerciale. Merci, monsieur le maire. Une question, une réaction plutôt sur les zones de rencontre qui sont peut-être méconnues de la population. Quelqu'un nous dit, voilà, les gens ont du mal dans le centre parce qu'ils te passent devant alors qu'on est censé être prioritaire lorsque l'on est piéton. Peut-être un mot sur la question de ces zones de rencontre qui existent sur le centre historique de Lamballe. Oui, je peux... Alors, je pense qu'il faut resituer ces zones de rencontre dans l'évolution de notre vie urbaine. Si je caricaturais, je dirais qu'il y a 50 ans et encore récemment, il y avait un dogme, c'était la voiture est prioritaire, les piétons, les vélos, vous n'avez qu'à vous ranger, vous allez sur le trottoir et vous allez ailleurs. Petit à petit, justement, quand on parle de schémas de circulation sécurisés, on est en train de mettre en place soit des séparations, et donc ça on peut le faire quand il y a de la place,
Mais la plupart du temps, on travaille aussi pour sécuriser, et là pour tout le monde, à ce qu'on appelle ces zones de rencontre. Ces zones de rencontre, ce sont des zones dans lesquelles le piéton, le cycliste sont prioritaires. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que ça marche assez bien, mais il est vrai que, comme je disais tout à l'heure, on est parti d'une époque où la voiture était prioritaire, et c'était comme ça. Eh bien, aujourd'hui, il faut qu'on réapprenne, ou qu'on apprenne à se comporter de façon un petit peu différente, et laisser la place à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il y en a seulement une question de priorité, mais aussi le fait de réapprendre en ville à être tous ensemble. Et là, on est vraiment dans des questions de stratégie urbaine. Ce qu'on fait petit à petit dans nos aménagements urbains et tout, c'est tout faire pour que la coexistence soit le plus douce possible. Chacun continue d'avoir sa place, mais en sécurisant et en amenant petit à petit les habitants, les piétons, les cyclistes et les automobilistes à se comporter de façon différente, à mieux regarder les autres. Et les aménagements qu'on fait visent souvent à faire une forme d'effet ralentissement, ou des choses comme ça. Et on sait que ce n'est pas encore parfait. Ça peut donner un peu l'impression de peur pour les cyclistes et les piétons au début. On le voit bien encore. Mais je pense que ça évolue déjà. Les quelques endroits que nous avons en centre sont pas forcément toujours bien appropriés par tout le monde, mais ça évolue petit à petit. Je précise aussi que ces zones 20, donc on en a quelques-unes dans le centre, on a aussi des zones 30. Et les zones 30, c'est la même chose. Il y a quelques années, c'était 50, la limitation, voire même 60 avant en ville. On est passé à 50, puis dans certaines zones à 30. Or, il faut bien le reconnaître, nos zones 30 en partie agglomérées, que ce soit sur l'Enval-Centre ou dans les bourgs, ce n'est pas forcément toujours très lisible pour tout le monde. Donc on se doit de travailler à une meilleure lisibilité, une meilleure visibilité pour que tout ça rentre bien dans les habitudes. Et vous savez, rouler à 30 dans l'hypercentre d'un bourg ou du centre-ville, eh bien en fait, on n'embolise pas. Au contraire, on a un fluide qui est plus régulier et on aura plus de sécurité. Donc on a à travailler là-dessus. Ça va de pair avec nos réflexions sur l'urbanisme, mais aussi avec le schéma de circulation en voie sécurisée. Merci, monsieur le maire. Pour réagir, donc là, un internaute dit « Le parc automobile ne sera plus le même dans moins de 30 ans ». Donc il est vrai que là, on est sur une démarche à 10 ans, mais on sait très bien qu'il y a une évolution aussi en matière de déplacement. Pour passer peut-être sur une autre thématique qui concerne le patrimoine, un mot peut-être pour Thierry Royer. On est questionné là sur justement le chat, sur les liens ou les interactions entre les PLU et les services des architectes des bâtiments de France. Qu'en est-il ? Alors effectivement, donc au-delà du PLU, on est dans un territoire avec une zone patrimoniale protégée et donc tous les projets, qui soient d'ordre privé, public d'ailleurs, ou commerce, doivent être validés dans notre patrimoine commun en partage par l'architecte des bâtiments de France. Donc l'architecte des bâtiments de France tient une permanence toutes les 3 semaines à Lamballe, durant laquelle chaque projet est déposé et étudié en cohésion, en dialogue, en échange entre la collectivité, donc les services urbanisme, moi-même en tant qu'adjoint, et monsieur Lebris, Patrick Lebris, qui est notre architecte des bâtiments de France, de façon à pouvoir évaluer si le projet est en conformité ou non avec notre règlement, que ce soit au niveau des commerces, au niveau des enseignes, au niveau des façades, au niveau des stores, etc., au niveau de l'occupation du domaine public, au niveau de l'aménagement de façade, au niveau de la construction de bâtis, de façon à ce qu'effectivement notre ville puisse évoluer. Évoluer ne veut pas dire sanctuariser dans quelque chose qui soit immuable, ne veut pas dire ne pas inclure des touches de modernité dans notre ville de Lamballe-Armor, mais d'avoir quand même des garde-fous qui font qu'on est garant d'un patrimoine séculaire. Et nous-mêmes en tant qu'élus, nous tous en tant qu'habitants, on est les gardiens d'une certaine façon de notre patrimoine et de transmettre ce patrimoine à nos générations futures, qui soit un patrimoine qui évolue avec son temps, qui se modernise, mais qui se modernise d'une façon cadrée, de façon à garder, amplifier, dynamiser notre ville de Lamballe et les autres secteurs. Je pense notamment à Morieux, qui est aussi un secteur en
en zone protégée, de façon à ce que ces zones restent belles et un patrimoine dont on est fier. Merci beaucoup. À ce propos, n'hésitez pas à nous envoyer justement via la plateforme qu'on vous a présentée tout à l'heure et que vous retrouverez dès demain sur le site de l'Embal Armor, justement les endroits que vous souhaitez voir préservés, les endroits auxquels vous êtes attachés, de manière à ce qu'on puisse aussi les identifier. Sur la question du commerce, ça revient dans quelques questions qui nous ont été posées par le biais du mail. La commune nouvelle a mis l'accent sur la centralité, sur le volet de la proximité. Comment entendez-vous procéder dans la rédaction du PLU pour assurer demain le maintien des commerces et services pour la population actuelle et nouvelle? Peut-être une question pour Monsieur le maire. Alors, pour ce qui concerne l'habitat par rapport au PLU, alors il y a plusieurs portes d'entrée. D'abord, la première des choses, c'est que le commerce, on ne décrète pas qu'il fonctionne ou qu'il ne fonctionne pas. Le commerce, il fonctionne d'abord quand il y a des habitants, première chose, quand il y a autour d'autres services, quand il y a également des animations, et quand il y a un cadre de vie, un cadre d'un ville qui est attrayant. Vous voyez, donc c'est tout un ensemble de choses. Et ce que nous avons déjà entamé, et je pense que nous continuerons à faire, bien sûr, c'est avoir cette approche globale sur la constitution de la ville, des bourgs, pour donner cette attractivité vers les commerces, qu'ils soient dans les bourgs ou en centre-ville. La deuxième chose qui est importante, si on veut que les commerces vivent un peu partout dans les bourgs, c'est qu'il y ait une chose à laquelle nous sommes toujours attachés, c'est un équilibre entre les différentes formes de commerce. Et ça, c'est une chose que nous sommes toujours attachés à développer, à maintenir, c'est que nous ne prévoyons pas, et nous nous sommes même opposés, au développement de nouvelles zones commerciales. Je ne ferai pas de comparaison avec d'autres villes de France, ici ou là. Pour ce qui nous concerne, il n'y a pas de zone commerciale en dehors du centre. C'est important parce que ça, sans faire d'atteinte à la liberté d'entreprendre, ça permet quand même, à travers cet outil que nous avons de délimitation des espaces commerciaux, d'éviter des déséquilibres. Et puis ensuite, bien sûr, je parle du commerce comme ça, en disant qu'il faut réunir toutes les conditions pour que ça marche bien. C'est faciliter aussi, dans chaque bourg, dans chaque centre-ville de l'Embal, les animations qu'il peut y avoir. Et ça ne va pas tout seul, j'ai dit tout à l'heure, le commerce. C'est travailler aussi sur l'école, c'est travailler sur l'habitat, donc l'habitat avec une mixité pour permettre à différents habitants de continuer à venir habiter dans nos bourgs. C'est faciliter la circulation, on a parlé des voies douces, on a parlé de la rénovation des routes. C'est travailler sur l'architecture, Thierry en parlait à l'instant. Tous ces éléments-là font que ça reste attractif et qu'à travers ça, eh bien, les commerces peuvent vivre et ça s'auto-entretient. Et puis, bien évidemment, tout ça n'est pas que de notre ressort, mais c'est aussi avoir sur notre territoire une dynamique à laquelle nous sommes attachés. Et dans ce PLU, on a parlé tout à l'heure de déplacement, je viens d'en dire un mot, on a parlé d'habitat, on a parlé de cadre de vie, et puis il y a également tout un côté économique, l'accompagnement économique, qu'on travaille avec la communauté d'agglo, donc sur certaines aides économiques, mais surtout sur la capacité à accueillir des artisans, à accueillir des entreprises industrielles, à accueillir des services. Et même si tout ça n'est pas arrêté, eh bien on aura à réfléchir sur les endroits où on permet à des professionnels, à des entreprises de s'installer sur le territoire. Et c'est comme ça, l'ensemble de ces mesures, que nous pouvons arriver à entretenir, voire développer le commerce dans nos centralités. Merci, monsieur le maire. Une question, Jean-Luc nous demande si dans le diagnostic, nous n'avons pas abordé visiblement la question des filières d'enseignement supérieur. Peut-être qu'on peut donner la parole à monsieur Boudier sur la question. Donc le diagnostic précise un peu plus finement les filières d'enseignement supérieur intégrées en fait dans les 2 grands lycées du territoire, plus ensuite il y a aussi les filières dites pro qui viennent derrière. Donc on connaît les dynamiques, on connaît les effectifs, on connaît les localisations. Après, le PLU étant un document d'urbanisme, il ne fait que écouter quels sont les besoins du territoire en matière de développement
de ce type de filière. Donc on attend aussi que les éléments remontent dans le débat public et dans les échanges avec les élus pour savoir si le PLU est le bon outil pour développer, accompagner ou au final ne rien faire sur ce sujet-là. Mais le diagnostic fait bien état de ce qui existe aujourd'hui sur le territoire. Merci. Sur une autre thématique, donc liée plutôt, on va dire, à la préservation de l'environnement, une question nous est posée sur les sentiers communautaires. Quid des sentiers communautaires abandonnés sous le précédent mandat, dit Guillaume. Est-ce que, monsieur le maire, vous avez un mot à nous dire là-dessus ? Alors, dans le terme abandonné, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Nous avons une politique communautaire en ce qui concerne le tourisme qui est assez claire. Il y a des sentiers, je dirais, d'intérêt communautaire qui ont été reconnus parce qu'il y a des critères qui sont définis et qui fixent des distances, des sites intéressants sur ces circuits, un pourcentage maximum de bitume, tout ça, donc, et je dirais le fait qu'ils ont une certaine longueur. Donc ces sentiers d'intérêt communautaire sont pris en charge par la communauté. À côté, il y a d'autres sentiers qui, eux, ne sont pas reconnus, je dirais, au niveau communautaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas gérés par la communauté, mais pour autant, ce sont quand même des sentiers dont nous avons vocation à les conserver. Et c'est pour ça que quand j'entendais le terme abandonné, qu'ils soient communautaires ou qu'ils soient municipaux, là n'est pas la question. L'essentiel, c'est qu'ils soient conservés. Et à ce titre, pour ce qui nous concerne, on n'a pas l'intention de voir disparaître des sentiers de randonnée. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui encore, il y a parfois des sentiers qui sont découverts, des cheminements qui sont découverts. C'est là tout l'intérêt à la fois du diagnostic, mais aussi de la consultation du public, parce qu'on va peut-être voir apparaître des endroits, parfois au bord d'un champ, où on pourrait passer, ou des choses comme ça, que nous ne connaissons pas encore à notre niveau, et qui pourront peut-être, je dirais, après, s'intégrer dans un nouveau circuit, ou ouvrir de nouvelles perspectives. Donc c'est là tout l'intérêt, parce qu'effectivement, on ne connaît pas tout. Je vous le dis aussi comme ça, parce que quand on a commencé à réfléchir, ne serait-ce qu'au niveau des élus, sur ces circuits, circulation voie douce, on s'est aperçu qu'il y avait des élus qui connaissaient des chemins qui pouvaient être intéressants et tout. Donc c'est vrai qu'on va avoir, je pense, une réelle remontée d'informations ou de pistes. Et c'est pour ça qu'on est là et pour ça qu'on compte sur tout le monde pour nous faire part de ces possibilités. Je ne veux pas dire qu'on prendra tout et qu'on entretiendra tout partout, mais je suis persuadé qu'on peut avoir des pistes nouvelles et c'est un besoin et c'est une attente. Donc autant le faire. Ça peut être utile, ça peut permettre de mettre en valeur du patrimoine. Donc oui, on a des pistes. Mais en tout état de cause, il n'y a pas d'abandon, même que ça soit communautaire ou que ce soit municipal. Le but, c'est bien de les garder. Très bien, merci. Autre question peut-être plus technique qu'on pourrait poser donc à Catel Nicolas en charge donc de l'urbanisme. Pourrait-on avoir la liste des chaînes protégées par le PLU ? Oui, donc aujourd'hui, dans nos PLU actuels, on a déjà effectivement une première protection, alors des arbres de façon générale, pas uniquement des chênes, sous forme soit d'espaces boisés classés, soit d'éléments paysagers à préserver. Donc ça nous donne déjà une base sur l'existant. On va pouvoir aussi s'appuyer dans le cadre de notre diagnostic sur l'Atlas de la biodiversité, qui a été réalisé par la Direction environnement de Lamballe Terre et Mer avec l'appui de Vivarmor. Et également grâce à vos contributions, puisqu'on vous invite à nous transmettre tout paysage un petit peu à préserver, donc y compris les photos d'arbres remarquables qui seraient intéressants effectivement à protéger de façon particulière. Merci Catel. Peut-être une question à Christelle Lévy, donc adjointe au maire en charge notamment de la communication et de la citoyenneté. Une question d'Ariski. Pour le volet biodiversité, est-il prévu des actions incitatives pour que les citoyens qui ont un espace vert participent à l'amélioration de la biodiversité dans son ensemble ? Merci pour la question. Donc, c'est un sujet qui sera traité dans les commissions consultatives participatives qui démarrent du coup dans les différents bourgs au mois d'avril. Nous pourrons y revenir plus largement, mais effectivement, c'est une question qu'on a bien identifiée où il semble intéressant que l'ensemble de la population y soit associée sur les semaines et les mois à venir.
Merci Madame Lévy. Une question pour Thierry Royer concernant les poids lourds dans l'emballe. Visiblement, la question nous est posée. Qu'en est-il ? Alors, au niveau des poids lourds, donc, qui dit poids lourd dit, j'imagine, livraison au niveau des commerces. Alors, je sais que on a un partenaire privilégié au niveau de la partie commerciale que sont les vitrines de l'emballe, qui est l'association des commerçants de l'emballe, et on avait commencé à avoir une réflexion, des échanges sur le côté y a-t-il nécessité de réglementer les livraisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui indique que les livraisons doivent se cantonner le matin, hors passage d'affluence au niveau du centre-ville. Et effectivement, on peut se retrouver parfois avec des poids lourds, en tout cas des transporteurs qui sont stationnés dans notre centre-bourg. Donc ça, c'est effectivement une réflexion qui sera en lien avec les facteurs qui permettent de générer de la commercialité et du bien vivre ensemble dans le centre-ville. Je m'explique. Avoir une vision équilibrée entre un exercice commercial, faciliter le commerce en centre-ville, faciliter également la vie des habitants du centre-ville et également de toutes les personnes qui travaillent, qui circulent dans le centre-ville. Donc là, peut-être qu'à un moment donné, il y aura lieu d'avoir discussion, échange pour orienter d'une certaine façon ces éléments-là. Et puis un dernier élément qui est au niveau des nouveaux usages, qui ont été amplifiés par la Covid-19, c'est donc toute la partie e-commerce, livraison. Et on sait que effectivement le poids, l'empreinte, que ce soit l'empreinte carbone et l'empreinte au niveau des transporteurs au niveau du dernier kilomètre est importante. Et là aussi, il y aura sans doute matière à réfléchir avec l'emballe terre et mer qui aura sans doute intérêt à cet échange pour réfléchir sur ces modalités de livraison du dernier kilomètre. Donc voilà, je sais qu'il y a des choses qui sont en réflexion, notamment au niveau de l'emballe terre et mer, au niveau d'un site internet, Ma Ville Mon Shopping, qui réfléchit aussi sur ces modes de livraison du dernier kilomètre en lien avec la Poste. Donc voilà, donc il y a tout un ensemble d'éléments qui dépassent sans doute le PLU. Le PLU, dans ses contributions, dans sa phase de concertation et de remontée, nous permettra, entre autres, de nourrir cet élément-là. Et on regardera ensemble, tranquillement, dans l'équilibre, s'il y a lieu de comment faire évoluer les pratiques. Merci beaucoup. Une suggestion d'Areski pour justement apaiser la circulation. Donc, il propose aux abords de l'école Notre-Dame, par exemple, de proposer justement un stop-minute pour déposer les enfants en sécurité pour éviter l'arrêt sauvage. Typiquement, on est sur peut-être des éléments que vous pouvez notamment partager sur la plateforme qui sera lancée dès demain. N'hésitez pas justement à faire part de cette suggestion. Une question de Christophe qui demande comment suivre l'évolution des décisions liées au PLU. Peut-être Monsieur Royer ? Donc effectivement, alors là pour l'instant, je pense que tout le monde l'a compris, on est dans cette phase de diagnostic et de concertation. Donc pour le moment, on n'est pas encore dans une étape où on décide. La phase de décision, elle arrivera progressivement à cet horizon du premier semestre 2023. Donc effectivement, c'est via cette phase de concertation qu'on remonte les différents éléments, que lors des prochains échanges avec la population, qu'on aura l'occasion d'échanger, de confronter les différents points de vue et d'arriver à faire les analyses, les synthétiser en lien avec l'Audiard, notre cabinet conseil. Et progressivement, les décisions, elles vont aboutir sur ce qui a été abordé tout à l'heure. C'est notre PADD qui est le projet politique, qui lui aussi fera l'objet de concertation. Donc, étape par étape, il va y avoir une co-construction de la démarche, mais il n'y aura pas de décision arbitraire descendante qui arriveront avec un lieu de consultation
puisqu'effectivement tout ça sera nourri. Après, effectivement, au niveau du PADD, du projet politique de ce PLU, il sera lui aussi disponible aux mêmes endroits que Catel Nicolas l'indiquait tout à l'heure, que ce soit au niveau du site internet de l'Embal-Armor, dans les communes déléguées. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'adjoint. Une question nous est arrivée sur l'adresse PLU de Dominique. Est-ce qu'il serait possible d'aménager le parking des canards pour les voitures ventouses de la journée et notamment envisager peut-être une liaison les jours de marché entre le champ de foire et le parking des canards? Monsieur le maire? Oui, le parking des canards. Alors, paradoxalement, et je crois qu'il faut être réaliste, à travers cette question, on a un point intéressant sur la vision qu'on se fait de notre environnement, enfin, qu'il soit de campagne ou urbain. Le parking des canards, d'abord, la première des choses, il est tout proche du centre-ville. Si vous regardez bien, la liaison, en passant juste derrière le magasin, je le cite, un Carrefour Market qui est là-bas, c'est tout proche du centre-ville. Et c'est vrai qu'il y a une impression de distance. Donc on se doit de travailler sur une meilleure lisibilité, meilleure visibilité pour améliorer. On est aussi en train de travailler, et là bon, c'est déjà prévu, sur un passage entre le haras et l'hôpital pour faciliter la venue et le passage entre justement le parking des canards et le centre-ville. Ensuite, l'aménagement lui-même de ce parking, je crois qu'il faut être réaliste. On a beaucoup parlé tout à l'heure de développement durable. C'est l'équilibre entre les souhaits économiques, sociaux, donc la facilité de vivre, et puis environnemental. Et le parking des canards, il se trouve qu'il est dans une zone classée zone humide, donc non aménageable. Donc ce que nous devons de faire là-dessus, et ça vaut pour beaucoup d'endroits, c'est certes pouvoir bien évidemment continuer à utiliser ce parking, et l'aménager le mieux possible, parce que c'est vrai que par moment, avec les cailloux tels qu'ils sont, c'est pas forcément toujours très agréable pour marcher ou pour rouler avec une poussette ou autre, mais voir si on peut trouver des aménagements qui respectent qui facilitent le stationnement, le déplacement, et qui respectent aussi l'environnement, la non-imperméabilisation du sol. Donc il faut arriver à concilier ça. Et on est vraiment dans des enjeux, là, au carrefour de ce qui nous attend de plus en plus pour les années qui viennent. C'est concilier les différentes contraintes et en faire des avantages pour tout le monde. Donc faciliter la venue du parking des canards vers le centre, et puis trouver les aménagements qui soient les plus faciles là-dedans. On aura cette question dans beaucoup d'endroits, on aura des arbitrages quand on aura toutes les demandes, tous les souhaits qu'il peut y avoir sur l'élaboration de notre plan local d'urbanisme. Eh bien, on calculera un petit peu tout ça, et pour beaucoup de choses, on aura ces arbitrages à trancher. Et c'est pour ça que, je le redis encore une fois, plus on a de choses qui nous remontent, plus ça nous donne une légitimité, mais collective, à être capable de voir un peu ce qui est le plus attendu, et puis ensuite voir comment on concilie toutes les attentes. Voilà, en gros, il ne faut pas qu'on ait que des personnes qui nous disent le parking des canards, il faut le bitumer, ou alors que des personnes qui nous disent c'est très bien le parking des canards comme ça, il est très sauvage et c'est mieux. Il faut qu'on arrive à percevoir l'ensemble des choses et trouver des solutions qui correspondront au mieux aux attentes. Donc je ne réponds pas précisément à la question, sauf sur la facilité et l'aménagement le mieux pour faciliter la venue vers le centre. Mais on peut imaginer aussi des choses, mais voir un peu comment on travaillera ça sur la base des choses qui nous remonteront. Sur le déplacement, monsieur le maire, Bruno sur Facebook nous dit création d'une navette nocturne pour les usagers du Quai des Rêves, pour les habitants non motorisés. Voilà. Donc c'est une suggestion qui peut être aussi proposée sur la plateforme de concertation. Toujours là sur un autre domaine qui est celui de l'emploi, Nathalie sur l'adresse PLU évoque la crise sanitaire et le télétravail. Ne peut-on pas imaginer justement d'intégrer dans une des thématiques du PLU le travailler différemment, qui peut-être va être de plus en plus pratiqué. Peut-être un mot, monsieur l'adjoint Thierry Royer, sur justement l'emploi et le télétravail. Alors, sur l'emploi et le télétravail, je rajouterais aussi le coworking. Il y a déjà des choses qui sont mises en place. L'Embal Terre et Mer a soutenu et soutient la mise en place de l'espace de coworking qui est dans l'ancien Lidl, là en face
de Pôle emploi, les commerces qui est effectivement un lieu où effectivement les indépendants, les différentes personnes peuvent venir travailler, avoir un ensemble de services qui permettent de pouvoir, dans le respect des mesures sanitaires, de pouvoir avoir du vivre ensemble, du travailler ensemble et de l'énergie collective ensemble. Après, effectivement, sans doute, mais là, il faudra aussi que ce soit nourri au niveau de cette phase de concertation. Peut-être que dans la réflexion au niveau de l'habitat, peut-être qu'effectivement, il y a des choses aussi à intégrer sur des pièces plus réversibles et des pièces plus adaptées sur cette partie télétravail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on a un habitat qui est classique avec des pièces à vivre, des pièces à dormir, mais peut-être qu'effectivement, il y a des choses à imaginer sur des espaces, dans le respect aussi des règles et de la réalité aussi de notre territoire, où, on l'a vu, la consommation du foncier sera nécessairement plus contrainte. Mais effectivement, peut-être de réfléchir dans les différents programmes à, pourquoi pas, dans des espaces collectifs, avoir des pièces qui peuvent être en location ou qui peuvent être en espace partagé, qui permettent aussi de pouvoir télétravailler en dehors des contraintes de son domicile. Enfin voilà, donc il y a effectivement, au-delà même du PLU, effectivement tout un travail collectif pour imaginer alors sur le commerce et les nouveaux modes de consommation, et là effectivement sur le côté économique, d'imaginer les nouveaux modes de travail. Merci, Monsieur Ladejoint. Une autre question qui a été posée par Jean-Pierre, oui, tout ça à fait, sur le site, sur l'adresse mail PLU, sur l'habitat locatif aidé. Comment l'Emballard-Mort peut satisfaire la demande, justement, pour pouvoir atteindre les objectifs fixés par l'État, Monsieur le maire? Vaste sujet. Donc, d'abord, la première des choses, je tiens à le dire, c'est que nous avons l'ambition, et ça rejoint déjà ce qu'on a dit tout à l'heure, de continuer à développer l'habitat sur notre commune, parce que nous savons que c'est à travers l'habitat que les habitants peuvent venir, et qui dit habitant dit contribution à la dynamique du territoire. Donc ça, c'est la première chose. De façon générale, l'habitat. L'habitat, de façon générale aussi, c'est différents types d'habitat. Et nous sommes attachés à une forme de mixité, à différentes formes d'habitat. Donc nous travaillons et nous continuons à travailler à de l'habitat individuel. Donc est-ce qu'on dit que ce sont des petites parcelles ou est-ce que ce seront des collectifs? On va le voir. Justement, ça va dépendre un peu de ce qui nous remonte, mais nous pensons qu'il faut quand même un peu de tout comme type d'habitat, parce qu'il y a des gens qui veulent être en appartement, mais il y en a qui aiment bien aussi être en habitat individuel. Pour autant, on le sait, l'habitat individuel, on ne continuera pas à avoir des terrains de 1500 mètres carrés comme on l'a connu à une époque, pour les réseaux d'économie du foncier, deux, parce que quand on a ça, on sait aussi qu'au fil du temps, c'est pas forcément facile à entretenir, donc on a toute une réflexion là-dessus, donc une diversité de types d'habitat qui évolue, qui s'adaptera. Ensuite, bien sûr, parmi l'ensemble du développement de l'habitat, l'habitat social, comment y arriver? La première des choses, c'est qu'il faut qu'il y ait des bailleurs sociaux qui soient disponibles. Donc on a des contacts avec les bailleurs sociaux et on sait que depuis quelques années, les bailleurs sociaux sont peut-être moins à l'aise sur le plan financier. Et bien on a continué à travailler avec eux pour qu'ils continuent à venir quand même réaliser des programmes chez nous. Et puis continuer à veiller à ce qu'ils puissent, et là si on est dans des démarches qui dépassent notre PLU, qu'ils puissent continuer à être aidés pour avoir les moyens d'investir, parce qu'on sait qu'il y a des vrais besoins dans le logement social. Au-delà de ça, de ces approches générales, nous, on a quand même aussi un moyen d'agir, et ce sera dans notre PLU qu'il va falloir qu'on le travaille, qu'on le définisse bien, c'est prévoir des espaces, des terrains, ou des espaces de centre-ville ou de centre-bourg sur lesquels il y a moyen d'installer ou de construire ici ou quelques-uns ou plusieurs logements locatifs aidés, avec une particularité quand même, c'est que nous sommes attachés, je l'ai dit, à de la mixité, donc on travaille aussi de façon générale plutôt à
quand on a des programmes immobiliers, qu'il s'agisse de lotissement ou qu'il s'agisse de petits collectifs, à avoir des parts de logements locatifs aidés. Donc, travailler à la mixité, travailler à avoir de l'espace foncier disponible. Et quand je dis l'espace foncier disponible, ça ne veut pas dire qu'on va faire des extensions immenses, mais on est en train déjà de commencer à travailler là-dessus. Dans le cadre du PLU, on va identifier tous les espaces qui peuvent faire l'objet de construction et voir partout où on peut donc développer cet habitat et donc du logement locatif. Donc ça, c'est vraiment un rôle que nous avons et qui fait vraiment partie des réflexions dans le PLU. Donc on est preneur de toutes les remarques. Inciter aussi les propriétaires à mettre sur le marché. Donc là, on aura tout un travail avec la politique de l'habitat pour mettre sur le marché des terrains. Et puis, dans l'habitat existant, il y a peut-être des endroits aussi où il peut y avoir des acquisitions par des bailleurs sociaux. Donc, il faut qu'on travaille aussi là-dessus, sur l'identification. Et donc, c'est la poursuite. Tout à l'heure, on a évoqué le fait de continuer à affiner le diagnostic. Je crois qu'on est typiquement là-dedans. On peut découvrir des endroits où il y a moyen de continuer à développer ça. Mais j'insiste bien sur le fait qu'on a une demande qui est importante. On sait que c'est beaucoup. Mais on ne fera pas non plus ça n'importe comment. Faire du chiffre pour du chiffre, ce n'est pas une politique intelligente. Je pense qu'il faut réellement vouloir développer ce logement locatif, et on le fera, mais on ne va pas le faire, je dirais, à marche forcée partout. On va trouver tous les endroits où on peut le faire, de façon concertée, intelligente. Je vais vous donner un exemple. Si on a, parce qu'on a eu déjà des réflexions comme ça, si on a un terrain dans lequel on peut construire dans une zone, je dirais, pavillonnaire, un ensemble de 15 logements locatifs sur des tout petits terrains et tout, je ne suis pas sûr qu'on garde un équilibre et une qualité, je dirais, d'urbanisme intéressante. Et donc, on n'aura pas non plus forcément, je dirais, quelque chose d'intelligent pour l'avenir et pour le bien vivre partout. Voilà, donc c'est une notion d'équilibre et de répartition sur tout le territoire et à l'intérieur même des bourgs et des différentes communes. Merci, monsieur le maire. Une question d'Annick, qui habite visiblement le quartier de la Déanne et qui demande quel est le projet pour l'avenir de la Déanne, notamment des transports en commun pour desservir justement la Déanne. C'est peut-être du ressort de l'agglomération, vous avez peut-être un mot à dire? Dans le quartier de la Déanne, je pense que justement, on est dans le cadre de l'élaboration du PLU. Moi, je suis preneur du vécu des habitants de ce quartier de la Déanne, où on sait qu'on fait coexister aujourd'hui de l'activité économique, il y a de l'habitat, il y a des possibilités encore de développement, il y a un cadre de vie qui est assez intéressant. C'est vrai que il y a de la circulation, il faut qu'on travaille aussi là-dessus, dans ce quartier-là. Et puis, en termes de transport, je crois que ce qui me paraît important, mais c'est aussi dans la réflexion qu'on a sur le PLU et avec la communauté d'agglo, les moyens de transport, c'est ce qu'on peut développer sur le vélo, l'accessibilité à partir de la Déanne pour venir vers le centre ou autre. Voilà, ça, là, on sait qu'on a des choses à faire en vélo, parce qu'en plus, c'est assez facile à faire, je pense. Il y a des pistes là-dessus, pistes de réflexion et des pistes cyclables peut-être. Mais au-delà de ça, la réflexion peut-être avec les transports autrement, c'est tout ce qu'on a sur la mobilité au sens large. Est-ce que ce sera des transports en commun? Est-ce que c'est faciliter les autres voies de mobilité? Je dirais tout est ouvert, donc à travailler. Merci, monsieur le maire. Encore deux questions. Quel est l'avenir de la friche Renault? Quand sera-t-elle aménagée? Et une question peut-être aussi concernant l'Embal 2025 sur le collège et le devenir du collège Gustave Théry. Alors la friche Renault, je vais commencer par là. La friche Renault, je ne vais pas dire qu'on est en dehors de la réflexion du PLU, parce que tout ça fait partie de notre développement de la commune dans son ensemble, mais c'est quelque chose qui est déjà lancé, qui a été validé. Donc je rappelle que jusqu'à il y a quelques années, nous avions un garage à cet endroit-là, et que depuis quelques années, la commune en a fait l'acquisition. Donc, ce qui n'était pas forcément évident, c'était une friche, je dirais, économique, en plein centre, et c'est intéressant d'avoir cet espace-là. Donc, nous en avons fait l'acquisition. Maintenant, sur cet espace-là, il a plusieurs particularités. Il a d'abord la particularité qu'il est très bien situé, il est en plein centre-ville,
avec une très belle situation en dessous de la collégiale et tout, donc c'est une chose, en bordure de cours d'eau. Et ce qui fait sa beauté fait aussi ses contraintes, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie qui est inondable. Donc ce terrain, il est très beau quand on le regarde, mais il y en a la moitié qui, au vu des contraintes et notamment des risques d'inondation, n'est pas constructible. Donc il y a seulement une partie qui est constructible et l'autre devra être aménagée plus en espace vert ou en voie de circulation piétonne pour notamment permettre la continuité avec le chemin des lavoirs. Ensuite, sur ce qui est constructible. La volonté, on l'a toujours aussi affiché, c'était d'avoir une forme de mixité, bien évidemment développer l'habitat, ça c'est le maître mot, avec à la fois du locatif, de l'accession à de la propriété aussi, et puis également, aussi en réflexion, avoir une possibilité peut-être de cellules de services ou commerciales. Donc tout ça est en réflexion, notamment, je l'ai cité tout à l'heure, avec des bailleurs sociaux, pour monter le projet. Donc on a déjà des esquisses qui sont élaborées et ces esquisses ont déjà fait l'objet d'échanges avec les habitants voisins parce qu'on se doit de concilier à la fois l'impératif que nous avons de densification urbaine, et ça c'est un maître mot aussi qui reviendra régulièrement, et puis de voir comment on permet aux habitants qui habitent autour aussi d'y trouver leur compte en circulation, en facilitation. Voilà, donc de concilier tout ça, et ça avance. Par contre, je le dis aussi, quand j'ai dit tout à l'heure que c'était un site, je dirais, d'activité économique, c'était un garage, et c'est pas du tout une critique ni rien, mais le constat qu'on fait, c'est que les garages, il y avait des fuites d'huile, il y avait des réservoirs de produits, et il y a une étude qui a été faite. Déjà, il a fallu démonter, c'était pas simple, et maintenant, il faut dépolluer. Donc, on a des devis qui sont en cours, c'est conduit par l'établissement public foncier de Bretagne. Il y a un énorme travail de dépollution à conduire qui va consister à enlever la terre qui est polluée, et donc remplacé par de la terre, je dirais, non polluée, parce que sinon, la pollution constante peut se faire du Gouessant. Voilà, donc première étape, c'était la déconstruction. La deuxième, ça va être la dépollution. Et la troisième, ce sera la construction. Donc nous avons bon espoir que, en termes de timing, pour répondre précisément à la question, en fin d'année, le projet de dépollution devrait être fait, et en début d'année prochaine, courant d'année prochaine, les constructions pourraient se faire. Voilà, et donc comme c'est quand même un espace assez important, ça prendra, je pense, l'année 2022, et donc début 2023, courant 2023, l'espace pourrait être fini d'aménager. Et puis, simultanément à cette conduite de réflexion, on va continuer à avoir des échanges avec les voisins pour voir ce qui peut être fait. Mais j'insiste, nous avons cet impératif de densification, et donc on essaie de concilier ça au mieux avec la préservation du site. J'ai cité tout à l'heure la collégiale, on ne fait pas n'importe quoi, et puis on ne construit pas n'importe où parce que l'espace est réduit. Mais vous voyez, on est vraiment là-dedans, dans la nécessité de concilier l'intérêt économique global du projet, l'intérêt environnemental, l'intérêt social que nous avons. Et là, on concentre tout dans un petit espace de centre-ville. C'est un beau projet et qui verra le jour normalement 2023. Merci, monsieur le maire. Une dernière question qui concerne le plan d'eau. Qu'en est-il du plan d'eau de Lamballe-Armor ? Alors, le plan d'eau, on est aussi sur un beau projet de centre. Je rappelle que tout le travail sur le plan d'eau, il remonte à très longtemps. D'abord, à une époque, il y a un barrage qui a été fait sur une rivière, et ça se faisait comme ça dans beaucoup d'endroits. Donc on a fait un barrage, et pour le bonheur de tout le monde, je crois qu'il faut le reconnaître, c'est très bien, parce que ça a créé un espace, je dirais, qui est beau, qui attire les gens, qui est un lieu de rencontre sociale, un lieu d'activité sportive, de rencontre. Et comme tous les équipements, tous les aménagements qu'on fait dans la nature, il a aussi eu, je dirais, avec ses avantages, ses inconvénients. En l'occurrence, c'est un barrage sur une rivière qui draine aussi des alluvions.
Et ce qui devait arriver est arrivé, c'est que petit à petit, le plan d'eau, il s'est rempli parce que les alluvions elles viennent et puis elles se déposent au fond. Comme en plus il y a une température de l'eau qui augmente quand on a un barrage, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a une prolifération d'algues et tout ça se dépose au fond. Et puis l'autre chose aussi, c'est qu'en faisant un barrage, on a coupé ce qu'on appelle la continuité écologique, c'est-à-dire que la faune, notamment, ne peut plus se déplacer. Conclusion, on a eu des exigences nouvelles réglementaires, mais qui sont aussi du bon sens naturel, c'est qu'il faut restaurer la continuité écologique des cours d'eau. Et comme c'était normal qu'on le fasse, donc on a travaillé là-dessus, tout en prenant en compte aussi le fait que ce plan d'eau, il représentait pour la population quelque chose de très intéressant sur le plan beauté, sur le plan social, j'ai cité tout à l'heure. Donc il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, de réflexions qui ont été conduites avec des habitants d'ailleurs à ce moment-là, et il en est sorti une solution qui consiste à restaurer la continuité écologique, c'est-à-dire restituer et recréer le cours d'eau du Gouessant, et parallèlement garder un plan d'eau à côté qui sera alimenté principalement par un autre ruisseau, le Saint-Yves, et si besoin par le Gouessant en partie. Tout ça, donc ça a pris du temps à étudier, donc je conçois que c'est quelque chose que les gens attendent, les habitants, depuis longtemps. Donc j'y rassure, c'est bien ça qui se profile et le plan d'eau il sera gardé, parce qu'il y a quelquefois encore des interrogations. 2, pour faire tout ça, il faut quand même des autorisations au titre environnemental, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas de façon, je dirais, désinvolte sur le milieu naturel. Donc on a des obligations de faire des études au titre des autorisations, notamment police de l'eau et d'aménagement. Ça va prendre quand même au moins 1 an. Ensuite, quand tout ça sera fait, il faudra faire les appels d'offres et puis ensuite réaliser les travaux. Alors je précise aussi que tout ce qui concerne le plan d'eau et la rivière, sur le plan réglementaire, c'est pris en charge par la communauté d'agglo. Et par contre, tout le pourtour du plan d'eau, l'aménagement, sera fait par la commune, donc l'Enbal-Armor, puisque c'est ainsi que c'est défini dans le terme des compétences. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut au moins 1 an pour les études de police de l'eau. Ensuite, le temps de faire les appels d'offres. Ensuite, il faudra vider le plan d'eau, le creuser, le remettre en eau et faire les aménagements autour. Je dirais que je ne peux pas vous donner une date là aujourd'hui. Moi, si je disais que les travaux en 2024, voilà, je pense que je ne me trompe pas trop. Voilà, on sera sur un planning de cet ordre-là pour lancer nos travaux et faire les aménagements autour du plan d'eau. Et ça, c'est intéressant aussi parce que tant qu'on est là, bien évidemment, le pourtour, il est bien défini. Il y a déjà eu des études et des échanges qui ont eu lieu avec la population. Et ce qui est intéressant, et on est aussi dans le cadre du PLU, là, tout à fait. Je ne vais pas parler seulement du plan d'eau, mais on a le pourtour du plan d'eau et on a aussi toute une continuité autour du plan d'eau qui est intéressante à imaginer, même si on a déjà beaucoup de terrains qui sont soit en zone naturelle, soit en zone agricole. C'est intéressant de voir s'il y a des projets ou des pistes qui peuvent être suggérées ou imaginées autour. Encore une fois, j'insiste bien, on n'artificialisera pas autour du plan d'eau. Mais c'est intéressant de voir s'il peut y avoir des pistes d'idées, d'aménagement. Voilà, on est en plein dedans. Pas directement pour le plan d'eau, là, parce que c'est travaillé, mais autour et dans la périphérie. Je pense qu'on a quelque chose qui est intéressant en termes de réflexion, notamment espace naturel. Merci, monsieur le maire. Les téléspectateurs ou les spectateurs nous suivent et nous font remarquer qu'on n'a pas évoqué le collège, l'ex-collège. Peut-être en 2 mots pour terminer, le collège Gustave Théry, son devenir. Bon, je continue, mais je vais répondre. Le collège, alors je ne vais pas refaire tout l'historique, parce que je prends le temps beaucoup, mais je vois que l'heure avance. C'est intéressant. Donc, le collège, on avait eu aussi donc, des réflexions avec les habitants. On avait fait une balade urbaine, on s'était réunis. On a un cabinet qui nous a accompagnés là-dessus pour susciter les réflexions, les propositions, les idées. Donc on s'est rendu compte et on est arrivé à la conclusion que ce lieu, situé en plein centre-ville, il a une partie historique qui est une part qui date du couvent des Ursulines, je crois, oui, c'est de cette époque-là, et qui incontestablement doit être conservée. Et puis il y a toute une partie derrière qui est intéressante à aménager, notamment pour y faire de l'habitat,
peut-être des aménagements pour des équipements ou des choses comme ça, mais on est vraiment là-dedans. Donc maintenant, on se doit de travailler là-dessus, sur la réalisation du programme lui-même, et ça prend du temps. Ça prend du temps d'abord parce qu'il y a des transferts de propriété là-dessus. La commune n'est pas propriétaire d'une partie, mais le département aussi. Et ça va vous faire sourire, mais comme ça date d'il y a très longtemps, il a fallu qu'on recherche réellement qui était propriétaire de tout, notamment parce qu'à une certaine époque, il y avait des parties qui avaient dû appartenir à l'État et tout. Donc ça a pris du temps. C'est paradoxal, mais bon, maintenant, ça c'est clarifié. Et un peu à l'image de ce que je disais tout à l'heure pour la friche ex-garage Renault, eh bien, on va avoir aussi tout un travail de dépollution, déconstruction, dépollution du lieu, parce qu'on a de l'amiante, on a des choses comme ça, donc il va falloir travailler là-dessus. Et puis ensuite, aménager, donc trouver le meilleur moyen de concilier l'habitat et puis éventuellement des services sur place dans cet espace qui est, en plus, je le dis, un peu comme le garage Renault, mais en plein centre de ce quartier-là. Donc c'est quelque chose qui va s'étaler, moi je vais dire, entre 1 an et demi et 3-4 ans. Voilà. Donc en gros, on est sur des périodes comme ça, qui peuvent paraître longues, mais vraiment, c'est à chaque fois des étapes et des points techniques à régler qui sont jamais simples quand on est sur un historique comme ça. Et puis l'autre chose, c'est que ça me paraît important aussi de dire, on ne pourra pas faire n'importe quoi là, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu d'équilibre, je dirais, dans l'insertion, dans le lieu, dans cette partie de centre-ville. Et il faut vraiment bien travailler là-dessus, tout en essayant de garder à la fois aussi un équilibre financier sur une opération comme celle-là. Et puis, dernier point, c'est toujours dans la notion d'équilibre financier. Oui, il y aura aussi du logement social là, et donc il va falloir qu'on trouve aussi le moyen de faire en sorte que des bâtisseurs sociaux s'intéressent aussi à la chose. Donc on a toute cette discussion progressive pour voir comment on conduit ça. Rien que la démolition d'une partie peut coûter très cher. Voilà, donc on va essayer de concilier tout ça et voir comment on amène tout ça. Mais je vous rassure quand même, pour le moment, ça avance plutôt bien et on est en discussion avec le conseil départemental qui était, je dirais, propriétaire d'une partie. Donc justement, pour trouver le moyen de concilier les attentes du conseil départemental, les nôtres, et le développement de l'habitat et la préservation du patrimoine sur ce secteur. Merci Monsieur le maire. Nous arrivons au terme des échanges, des questions-réponses. Sachez que vous pouvez continuer à poser vos questions ou à déposer des contributions sur le site jeparticipe.lamballe-armor.bzh. Cette plateforme est déjà en ligne, donc vous pouvez déposer des idées, des projets. N'hésitez pas, soyez justement, inondez-nous de propositions. C'est l'objectif aussi de cette première phase. Monsieur le maire, peut-être vous laissez le mot de la fin. Volontiers. Je dirais, d'abord, moi, je tenais à le dire, moi, j'étais heureux que nous puissions, même si ce n'est pas les meilleures conditions, échanger de cette façon-là, parce que, je l'ai dit et je le répète, on pourrait, dans une circonstance que nous vivons actuellement, dire on ne peut pas faire de réunion. Eh bien, je crois que ce qui me paraît important, c'est qu'on puisse quand même échanger de cette façon-là. Donc, certes, c'est pas l'idéal, mais il fallait le faire. Et je vous remercie pour la participation, pour les questions, les remontées qu'il y a eu. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas, puisque, donc, on l'a dit tout à l'heure, on a la plateforme, on a la possibilité de déposer des observations sur les registres, on a tout ça. Au-delà, on aura aussi d'autres réunions et on vous tiendra au courant de ça. On affichera aussi le planning, la prévision dans le temps de ce que nous allons faire. Et puis, bien sûr, je ne voudrais pas non plus que ça nous échappe, parce que c'est extrêmement important, même primordial. C'est qu'au quotidien, vous avez toujours le droit aussi d'aller... Et c'est même nécessaire de continuer à discuter, de venir nous faire part de vos remarques et tout. Et c'est aussi comme ça qu'on construit. Nous ne voulons surtout pas que le plan local d'urbanisme soit un outil technocratique, digitalisé et tout. On tient au contraire, en nous disant que c'est le visage de Lamballe-Armor dans 10 ans, en disant qu'on organise des réunions. Nous voulons au contraire que ça ait vraiment
un visage humain, un visage qui correspond et qui traduira et qui répondra aux attentes, aux aspirations de vie des gens. On ne répondra pas à tout favorablement, c'est pas vrai. Je ne veux pas non plus laisser croire que c'est bien, dites-nous ce que vous voulez, on fera tout. Ce n'est pas vrai, mais on essaiera de concilier au mieux toutes les attentes. Ça, c'est vraiment un beau défi, et je crois que dans la vie de tous les jours, c'est un peu ça qu'il faut qu'on fasse en permanence, c'est concilier les différentes attentes et puis se projeter de façon collective et dans l'intérêt général sur ce qu'on peut faire pour tout le monde, et pas égoïstement pour soi-même ou pour une catégorie d'habitants ou pour une autre catégorie ou pour un type d'activité, mais bon, concilier l'ensemble, et c'est un équilibre à trouver. Voilà, donc je pense qu'on peut y arriver, on est bien parti pour, en tout cas. Donc cette nécessité d'échanger. 2, vous continuerez d'avoir les informations, comme ça a été dit. Et 3, un grand merci à tous ceux qui ont œuvré, à Pierre et à Christelle pour l'animation et toute la démarche d'information et de communication, à Thierry avec toute l'équipe de l'urbanisme, parce que c'est vraiment un gros travail, à Laudiard aussi pour tout le travail qui est fait. Et je redis, quelquefois, on peut se tromper là-dessus, l'Audiard n'est pas la structure qui va nous écrire le PLU, c'est bien nous qui allons l'écrire. L'Audiard nous accompagne et mettra en forme tout ce que nous déciderons. Ça, c'est aussi une chose essentielle, et que nous déciderons et que nous validerons, nous, ensuite, au niveau des élus, après consultation. Voilà donc les points principaux que je voulais vous retransmettre, et encore une fois, vous remercier pour votre participation ici, et vous inviter à la participation ultérieure que vous allez pouvoir nous apporter. Merci à toutes, à tous. Bonne soirée.